Les Sages, c'est avant tout une histoire personnelle. Je m'appelle Nicolas Jeanne et j'entreprends depuis que j'ai 19 ans. Sur ce chemin, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes que j'appelle les Sages. Vous savez, ce sont ceux qui, d'un conseil bienveillant, peuvent changer votre journée, votre projet, votre vie. Souvent des personnes avec qui il y a un avant et un après. À mes yeux, ce sont des leaders authentiques, mais surtout des leaders humanistes. Et ça, c'est important pour moi. Ceux qui vont vous faire grandir sans s'en rendre compte. Plus que n'importe quel livre ou cours, des témoignages qui viennent du cœur et de la réalité. Et surtout du cœur. Aujourd'hui, je vous propose de partir à leur rencontre, dans un format inédit et négocier avec eux. Un format où l'on se dira tout, naturellement, et aucune question ou anecdote sera interdite. Ça, vous avez ma parole. Un format axé sur leur activité, bien sûr, mais qui, évidemment, dérivera vers la vie, la société et les émotions. Mon but, c'est clairement de mettre en valeur l'aspect humain de ces personnalités qui me paraissent exceptionnelles et de casser la carapace. Casser la carapace, vous le sentez, c'est pas un mot par hasard. Pourquoi ? Parce que je pense que ça va vous permettre d'apprendre sur les plus grands leaders et leaders qui ont bâti et bâtissent la société. La France est une terre bourrée de talents et de leaders, et nous allons à leur rencontre. Bon voyage avec les Sages. Mathieu Ricard est communément appelé l'homme le plus heureux du monde. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est le moine bouddhiste français le plus connu de la planète, également interprète officiel du Dalai Lama. Mathieu est un homme de paix qui, dès son plus jeune âge, avec un bagage académique brillant, a fait le choix à contre-courant d'aller s'établir en Inde, puis au Népal, pour cultiver sa foi dans le bouddhisme. Aujourd'hui, il partage son temps entre son ermitage, de l'humanitaire, l'écriture de ses livres et de la photographie. Un voyage intellectuel et spirituel unique. Allez, on y va avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté notre invitation pour les Sages. Comment tu vas ? Ça va très bien. Écoute, super. Est-ce que je peux te demander pour démarrer de te présenter en quelques phrases, s'il te plaît ? J'ai 78 ans, je suis moine bouddhiste, j'ai fait des études scientifiques. J'ai travaillé 6 ans à l'Institut Pasteur avec François Jacob et Jacques Monod. J'ai fait une thèse en génétique cellulaire. J'ai été élevé dans une famille, mon père était un philosophe, Jean-François Revel, ma mère artiste peintre, qui est mort à 100 ans l'an dernier. J'avais un oncle explorateur qui a fait le tour du monde sur un bateau à voile sans moteur après la Deuxième Guerre mondiale, Jacques-Yves Le Toumelin. Donc du coup, j'ai vu des gens très divers qui étaient souvent, disons, qui avaient une certaine capacité dans leur domaine. Mais pour un adolescent, c'était très déconcertant parce qu'il n'y avait pas de corrélation entre des qualités ou parfois des génies. J'ai rencontré Stravinsky quand j'avais 16 ans. Et des qualités humaines. Donc, si vous preniez 100 philosophes, 100 mathématiciens, 100 jardiniers, 100 charpentiers, vous avez la même distribution de gens heureux, malheureux, de gens égoïstes ou très bienveillants. Donc, il n'y a pas de rapport évident. Donc, tu veux dire entre l'intelligence et les qualités humaines ? Non, pas seulement l'intelligence, des capacités. D'accord. Par exemple, être un grand explorateur ou mathématicien ou même un charpentier. Des charpentiers très sympas et d'autres qui ont mauvais caractère. Donc, je me suis dit, mais alors, est-ce qu'on peut prendre comme modèle de vie ? Parce qu'on voudrait jouer du piano comme un tel, résoudre des équations mathématiques comme un autre, écrire des poèmes comme celui-là. J'ai connu un philosophe, ami de mon père, Louis Althusser, a tué sa femme dans sa baignoire. Donc, peut-être que ses écrits que j'ai pas lus étaient très bien, mais en tant qu'être humain, il y avait un problème, quoi. Donc, quand j'ai voyagé en Inde à 21 ans, j'avais vu des documentaires faits par un réalisateur qui s'appelait Arnaud Desjardins. À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, l'ORTF. Et en cours de montage, parce que c'était un ami de mes parents, et quand j'ai vu ça, c'était 2 fois 1 heure, à un moment donné, il y avait une séquence silencieuse, on voyait une série de visages de maîtres spirituels tibétains. Je me dis, ben voilà, il y a 20 Saint-François d'Assise, 20 Socrate, vivants aujourd'hui, j'y vais. Donc, bien m'en a pris, je suis allé donc à Darjeeling, j'ai pris un vol, en plus j'ai fait 3 jours de train, et je suis arrivé en présence de Kangyo Rinpoche, qui est devenu mon premier maître spirituel. Et là, brusquement, je me trouve en face de quelqu'un et je me dis, ben voilà, je sais pas ce qu'il c'est, je connais pas le bouddhisme, mais j'ai l'impression que je suis devant ce que, pour moi, j'imagine être la perfection humaine. Une sorte de présence tranquille, de bienveillance, comme une montagne, mais une montagne pleine de bonté. Et puis voilà, donc après tout, ça s'est enchaîné. Tu as trouvé cette personne pour la première fois, pour une des premières fois de ta vie, qui avait à la fois des capacités et des qualités humaines. Oui, alors en même temps, les connaissances du bouddhisme, au début, je les avais pas. C'était même pas ça qui m'avait attiré. Je cherchais justement des qualités humaines. Et pour moi, ça me semblait, même si le chemin était très long, je me dis, si on peut devenir ne serait qu'un centième comme cette personne, là, ça vaut la peine.
Bien sûr. Et du coup, si on revient un petit peu sur ton enfance, enfin, le bouddhisme, tu l'as découvert justement à cette période de ta vie ou un peu plus tôt déjà? Mon oncle, Jacques Le Toumelin, et ma mère, donc, lisaient il y avait beaucoup de discussions. On avait des groupes d'amis en Bretagne qui discutaient de la métaphysique, de tous les écrivains, des textes aussi bien dans la chrétienté, la petite philocalie du cœur, Maître Eckhart, que dans le soufisme, que dans l'hindouisme, sur le Vedanta. Donc, mon oncle il était très féru de René Guénon, qui a écrit des livres sur le Vedanta, sur plein de choses. Mais il n'y avait pas beaucoup de livres sur le bouddhisme à l'époque. Il y en avait quelques-uns, quelques traductions de tibétaines. Il y avait La vie de Milarepa de Jacques Bacot, qui était dans les années 30. Mais disons, c'était pas ce qu'on trouvait le plus dans le domaine de la spiritualité. Et surtout, c'était des lectures, des discussions. Donc, il n'y avait pas de pratique. On rentrait pas dans un chemin aussi, inspirant. Ces discussions pouvaient-elles être. Elles ouvraient l'esprit, mais ça restait quand même dans le domaine des concepts. Tandis que quand j'ai vu ce maître spirituel, en fait, qu'il était bouddhiste ou autre chose, c'était pas la question, c'était de savoir qu'est-ce qu'il était vraiment. Puis après, bien sûr, je me dis, s'il est arrivé là, ça doit être pas trop mal ce qu'il a étudié et ce qu'il enseigne. Donc, de fil en aiguille, au fil des années, depuis 55 ans, je me suis plongé dans le bouddhisme. Et heureusement que j'ai eu une grande satisfaction à le faire. J'ai découvert une très grande profondeur philosophique. Et les plus grands philosophes, Aristote et autres, n'ont rien à envier, ou Spinoza ou Kant n'a rien à envier aux logiciens, aux philosophes bouddhistes. Mais au départ, c'était pas ça pour ça que j'étais venu. Ok. Et donc, quand tu rencontres cette personne, donc tu as 21 ans, et quelques années plus tard, du coup, là, tu deviens, entre guillemets, officiellement moine bouddhiste quand tu as 26 ans, c'est ça, dans le nord de l'Inde? Pas tout à fait, je suis devenu moine bouddhiste plus tard, mais donc, j'ai fait le premier voyage, à mon retour, c'était encore plus évident quand je suis rentré à Paris. Là, vraiment, voilà, maintenant, je sais où je veux aller. J'ai retrouvé d'ailleurs un de mes anciens collègues à Pasteur, un Américain qui fait de la recherche aux États-Unis. On s'est retrouvé au sein de l'Institut Mind and Life, qui est un institut, on pourra en reparler, qui favorise la collaboration entre des scientifiques, des contemplatifs bouddhistes, etc. Et il me disait, à l'époque, quand on avait 20 ans, on avait signé un papier scientifique ensemble. On savait ce qu'on ne voulait pas que notre vie soit, c'est-à-dire ennuyeuse, dépourvue de sens, mais on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait qu'elle soit. Comment, concrètement? Et là, brusquement, je me suis dit, voilà, ça, au moins, on sait très bien d'étudier la division cellulaire des bactéries, mais devenir un bon être humain, en tout cas, là, je suis sûr que ça va, c'est intéressant. Donc, mais j'ai été prudent, parce que mes parents n'étaient pas très fortunés, ils avaient quand même investi dans mon éducation. Et puis, à 21 ans, on peut quand même pas faire un saut dans l'inconnu. Là, ça aurait été vraiment un saut dans l'inconnu. En plus, je venais d'être accepté à l'Institut Pasteur par François Jacob, qui venait d'avoir le prix Nobel. Mais après, j'ai su qu'il avait un seul doctorant. Donc, c'était le deuxième. Donc, tu avais une certaine responsabilité. Mais je veux dire, il accepte, il faut au moins pas faire n'importe quoi. Et en plus, il faut que les choses mûrissent. Hein. Quand un fruit n'est pas mûr, si on tire, on casse la branche et le fruit, il n'est pas mangeable. Quand une pomme est mûre, on la touche à peine et elle vous tombe dans la main. Donc, j'ai fait 6 allers-retours. Je suis allé 6 fois, ou même 7 fois, je suis allé une fois l'hiver. Toutes mes vacances d'été, c'est-à-dire un mois, j'allais à Darjeeling et je revenais. Je prenais des charters à l'époque. Maintenant, il y a des vols low cost. Avant, c'était des charters. Bon. Donc, et je revenais, mais plus les années passaient, plus mon esprit s'envolait vers Darjeeling et auprès de mon maître spirituel. Et donc, voilà, j'y pensais très souvent. Je pratiquais le matin et le soir. Et quand j'étais à Darjeeling, j'oubliais complètement l'Institut Pasteur. Donc, je me suis dit, faut finir. Alors, j'ai demandé conseil à mon maître spirituel. Lui, il savait pas ce que c'était qu'une thèse, des choses comme ça. Mais j'ai dit, voilà, j'ai entrepris quelque chose. Peut-être j'envisage de venir m'établir ici, mais qu'est-ce que je fais? Je fais maintenant, j'attends. Mais il dit, complète ce que tu as commencé, et après, il sera temps de venir. Donc, j'ai fait ça. Et là, c'était très bien, parce que j'ai publié tous les papiers. François Jacob, il savait plus ou moins que j'allais m'en aller. Et il a regretté. J'ai revu sa fille après, parce que voilà, il voulait m'envoyer aux États-Unis, puis après revenir dans son labo. Donc, comme il avait que 2 étudiants en doctorat, c'était un peu, pour quelqu'un comme lui, c'était un peu décevant qu'un des 2 s'en aille.
Et donc une fois que c'était fait, j'ai dit merci beaucoup. Mon postdoc, je vais le faire dans l'Himalaya parce qu'il voulait m'envoyer aux États-Unis ou quelque chose. Donc là, je suis parti avec un aller simple à la fin 72. Et j'ai jamais regretté cette décision d'avoir pris ma retraite à 27 ans. Ok, c'est vrai que c'est marrant. Au final, c'est une sorte de retraite. Et d'ailleurs, la secrétaire Françoise Jacob, qui était extrêmement bienveillante à mon égard, a laissé courir mon salaire du CNRS pendant 6 mois. Et avec ça, j'ai pu tenir le coup pendant des années parce que je vivais avec l'équivalent d'aujourd'hui de 30-40 euros par mois. J'ai pas besoin de plus. J'ai un petit ermitage de 9 mètres carrés sans chauffage, sans électricité, ça coûte pas cher. Hein. Et je venais au monastère, ils me nourrissaient. Après, j'ai essayé d'aider de mon mieux, mais à l'époque, ils m'ont accueilli très gentiment. Et donc voilà, donc c'était très simple. Ok, et donc tu vivais avec 2-3 euros par jour? Hein? Tu vivais à quelques euros par jour? J'avais pas de dépenses, à vrai dire. Hein. Forcément. C'était un petit ermitage que j'ai construit, c'était rien du tout. C'est un truc en bois de 9 mètres carrés. Pas loin. Hein. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire justement, c'est quoi la journée type d'un moine bouddhiste? Il n'y a pas de journée type. Si on étudie, alors, je suis devenu moine beaucoup plus tard, après la mort de mon premier maître, à l'âge de 30 ans, parce que je vivais finalement comme un moine et que c'était plus simple d'être habillé en moine et de prendre des vœux, etc. Mais donc, pratiquant bouddhiste, il y a des pratiquants extrêmement, assidus et sincères qui ont une famille, mais qui pratiquent plusieurs heures par jour. Ça les regarde. Et puis, il y a des ermites qui se retirent pendant parfois 20, 30 ans dans les montagnes, dans des grottes, etc. et qui sont pas forcément des grands érudits. Et puis, il y a des grands érudits qui font 10, 15 ans d'études, qui deviennent docteurs en philosophie ou l'équivalent. Et puis après, parfois, certains se retirent aussi dans un ermitage. Et puis, il y a des monastères. Alors, au début, j'étais pas dans un monastère, j'étais auprès d'un maître spirituel. Lui, il avait une famille, c'était pas un moine. Donc, il y avait un certain nombre de disciples tibétains autour de lui. Il y avait des ermitages, c'est un tout petit monastère, on peut dire, mais il n'y avait pas de moines, une communauté monastique. Donc, il y avait des ermitages dans la forêt autour. Par contre, le monastère où je vis maintenant, à Setchen, il y a 600 moines. Ok. Et là, il y a une discipline monastique, il y a des cérémonies, etc. Moi, je suis un peu vieux, donc je suis dispensé de tout ça. Mais donc, c'est différent. Donc, la journée type est très différente si vous êtes en retraite solitaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai fait 5 ans de retraite solitaire. Si vous étudiez à fond, il y en a qui enseignent, il y en a qui font des pèlerinages, il y en a qui font des retraites, il y en a qui étudient du matin au soir. Mais c'est en gros une vie consacrée à ce chemin de transformation qu'est le bouddhisme, c'est-à-dire de passer d'être asservi aux causes de la souffrance, à une sorte d'addiction aux causes de la souffrance, on la répète inlassablement, à la liberté par rapport aux causes de la souffrance, de la confusion ou l'ignorance à la connaissance. Donc c'est un chemin de transformation. Donc ça peut se faire de toutes sortes de façons différentes. Okay. Et quand tu dis que pendant 5 ans, du coup, tu as été en retraite solitaire? Alors, c'était pas d'un seul coup, mais si j'ajoute les petits bouts, j'ai fait 1 an, 6 mois. Donc, il y a des gens qui font des retraites, il y a une retraite traditionnelle qui dure 3 ans, 3 mois, 3 jours. Ça, je l'ai pas fait comme ça, mais je l'ai fait généralement seul, dans mon petit ermitage, mais accompagné par mon maître. J'allais voir de temps en temps, ou après que sa mort, son fils venait m'enseigner. Mais si j'ajoute les petits bouts, j'ai passé 5 ans en retraite solitaire. Et j'ai jamais ressenti, on dit solitaire, j'ai jamais ressenti la solitude comme étant pesante. Parce qu'il y a 2 sortes de solitude. Vous pouvez sentir un profond sentiment de solitude dans une ville. Moi, j'ai travaillé avec des scientifiques qui étudient la solitude aux États-Unis. Et il y a, en gros, les Américains moyens, il y en a 30% qui ressentent un intense sentiment de solitude au moins 1 fois par semaine. Et c'est très délétère. Sentiment de solitude, je dirais, imposé. Parfois, au même milieu de la foule, il ne voit pas moins de gens, mais il n'y a pas de lien, sentiment d'appartenance. Il n'y a pas de lien social, humain qui est enrichissant. Des gens sur qui on peut compter. Des gens avec qui on peut échanger, qui on peut se confier. Donc ça s'accompagne de moins bonne santé, parce que prendre moins soin d'eux, plus forte tendance à tomber dans des addictions, donc un raccourcissement même de l'expérience de vie, donc c'est très délétère. Par contre, il y a la solitude choisie et volontaire, qui est celui de moi, quand je suis dans mon ermitage, j'ai un sentiment d'appartenance totale avec l'ensemble de toute la beauté de l'Himalaya qui m'entoure, de tous les êtres chers. Je prie pour tous les êtres toute la journée, ou même des amis photographes comme Vincent Munier ou Florian Ledoux qui sont pendant des mois
dans le Grand Nord, tout seul, allongé dans la neige, ben, ils se sentent pas seuls non plus. Ils se sentent un avec la nature, avec les animaux, avec l'univers. Donc, il y a une solitude enrichissante. Quand les gens ils disent, je voudrais un peu de moment pour être tranquille dans la nature ou même ailleurs, dans d'autres conditions. Souvent, je vois dans les villes, on est, pour dire, sollicité par la foule, tout ce qui se passe. C'est vrai que c'est un peu épuisant pour quelqu'un qui vit dans des conditions plus tranquilles. Je comprends. Et quand tu parles, du coup, je comprends qu'aujourd'hui, ça a été un chemin et que tu n'as plus pas ce sentiment de solitude. Mais j'imagine qu'au début, quand t'es arrivé, est-ce que justement, ça a été un peu dur de changer totalement d'écosystème et de... Non. Non? Ça a été naturel pour toi? Quand les choses sont... Quand tu passes un col, par exemple, ce qui est dur, c'est la montée. Les derniers mètres, au contraire, c'est super chouette quand tu passes un col à 5000 mètres. Oui, tu étais déjà sûr de ta décision et surtout, quand tu es arrivé là-bas. On découvre tout le paysage de l'autre côté. Waouh! Ça, c'est génial. Et le point d'inflexion, ça prend 10 mètres. Donc, au moment, il faut arriver à une décision mûrie, pas tout casser, fait claquer les portes et tout casser. Donc, j'ai rien cassé puisque j'avais publié mes papiers. J'avais pris congé de tout le monde. C'est un peu surpris mon père, je dois dire, mais bon, il s'en est remis. Et donc, c'était parfaitement mûr. Donc, moi, une fois que je suis parti là-bas, Paris, c'était une autre époque, quoi. Et je suis resté 7 ans sans bouger de Darjeeling, de mon petit ermitage monastère. C'est l'heure de remercier notre partenaire Oslo, sans qui ce podcast ne serait pas possible malheureusement. Oslo, c'est un cabinet d'avocats à taille humaine, dirigé par Edouard Wells et Marion Fabre, que je connais personnellement depuis plus de 10 ans. Il est composé d'une équipe l'idée par Edouard et Marion, qui est issue de cabinets d'affaires de premier plan. Mais surtout, au-delà de la qualité de leurs prestations juridiques, ce que j'aime chez Oslo, c'est leur engagement pour un droit un peu différent. Sur leur description, ils mettent « Nous accordons une importance particulière aux qualités humaines et relationnelles, tout particulièrement au respect, à la simplicité, à l'humilité et à l'élégance. » Ça pourrait paraître bullshit comme ça, mais pour bien les connaître, je peux vous assurer que ça se ressent vraiment. Et pour preuve, ils ont accepté de sponsoriser ce podcast dès sa création. Ils offrent 1 heure de conseils juridiques avec le code LESSAGES, et je mettrai leurs coordonnées dans la description du podcast. Allez, on y retourne. Donc là, tu arrives en haut du col, et qu'est-ce que tu découvres derrière le col? Un sentiment de sérénité? C'était à Darjeeling en Inde. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à pratiquer intensément, recevoir des enseignements de mon maître au fur et à mesure de mes pratiques. Donc ça, c'est tout le chemin spirituel. Et ça, le chemin spirituel bouddhiste est très riche. Donc, il y a des étapes. Chaque fois, on reçoit un enseignement nouveau. Et donc, voilà, il y a des textes, il y a une grande richesse de textes philosophiques, contemplatifs, spirituels, d'instruction. Donc, je ne vais pas décrire ça en quelques mots, mais il y a une progression. Et au fur et à mesure, au moment approprié, on reçoit de nouveaux enseignements, on les met en pratique pendant quelques mois, on revient à recevoir des enseignements. Donc, c'est des exercices spirituels, c'est des textes sur lesquels on réfléchit également. Bon, c'est toute une vie. C'est un chemin passionnant. Ok. Et donc, quelques années plus tard, donc là, quand tu as une trentaine d'années, du coup, là, tu deviens, entre guillemets, officiellement moine bouddhiste. Oui, c'est à un moment donné où donc j'étais avec mon deuxième maître, parce que mon premier était mort en 1975. D'accord. Et lui, il enseignait beaucoup. Donc là, il donnait un enseignement pendant 4 mois à 2-3 000 personnes. Et lui, c'était aussi un moine. C'était pas un moine, il avait également une famille. Mais à la fin de ces 4 mois d'enseignement, il y avait quelqu'un qui donnait les ordinations. Parce que pour donner une ordination, il faut être un moine parfait. Et puis, mon premier aide je lui ai demandé un jour si je devais me marier ou pas. Il m'a dit, attends d'avoir 30 ans et après tu verras. J'ai attendu d'avoir 30 ans. Et puis, à ce moment-là, j'avais effectivement 31 ans. Donc, je m'en suis ouvert à mon deuxième maître. Je dis, voilà, mon premier maître m'a dit ça. Moi, aller là ou là, ça m'est égal. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce que vous me conseillez? Il m'a dit, voilà, je savais bien d'ailleurs qu'il y avait cet abbé qui venait pour donner des ordinations de moines. Il me dit, c'est très bien si tu prends des vœux monastiques. Alors, impeccable. Donc, j'ai pris des vœux monastiques. Et pour moi, il y a des gens qui pensent qu'on se limite. Moi, ça a été une libération. C'est vrai que pour poursuivre le chemin que j'ai fait, comprenez, vous avez une famille et des enfants. Si vous dites, bonjour, au revoir, je vais faire 3 ans de retraite dans la montagne, portez-vous bien, ça va pas. Compliqué, ouais. Donc, je me sentais complètement libre, non pas égoïstement, mais de suivre mon chemin. Puis après, je me suis mis au service des autres. Donc, à un moment donné, on avait 30 000 enfants dans les écoles qu'on a construites. Je ne les ai pas enfantés, mais voilà, c'est un peu mes enfants d'un certain point de vue. Donc, j'ai jamais senti le besoin d'avoir des enfants, mais j'ai tout le temps des enfants au monastère. Il y a des très jeunes qui étudient.
Je vis constamment autour d'enfants, mais j'ai pas besoin sans dire que je suis le père biologique. Et quand tu fais tes vœux monastiques, du coup, est-ce que c'est un engagement à vie? Oui. Alors, en Thaïlande, donc dans le bouddhisme, c'est pas tout comme ça, pas toujours comme ça. En Thaïlande, c'est considéré comme extrêmement vertueux de prendre des vœux, même pour une semaine, ou pour un mois, ou pour un an, pour un temps limité. Donc, au fil de l'histoire, le bouddhisme a pas énormément évolué. Les principes de base, les enseignements du Bouddha sont les mêmes partout. Il n'y a pas eu de schisme. Mais pour, disons, la discipline monastique, qu'on appelle le Vinaya, il y a eu quand même des évolutions. Donc, en Thaïlande, vous pouvez prendre des vœux pour une durée limitée. D'accord. Dans le bouddhisme tibétain, qui appartient à une certaine lignée monastique qui est venue de l'Inde, c'est des vœux qui ne dépendent pas du temps, des circonstances, c'est-à-dire je prends des vœux, mais s'il y a en guerre, pas question, ou du lieu, je prends des vœux en Inde, mais quand je retourne en France, c'est fini. Et donc, c'est pour la vie, oui, effectivement. Donc, il faut bien réfléchir. C'est ce que j'allais dire. Et donc, toi, tu as été, entre guillemets, aidé aussi par ton maître qui t'a... Alors, si je n'aurais pas demandé, si je n'étais pas prêt. Hein, parce que ça ne sert à rien de poser des questions si on n'est pas prêt à mettre les conseils en œuvre. Mais bon, pour moi, ça a été, c'était très libérateur. Je ne me suis pas senti que je me mettais des chaînes. Pour moi, c'est une grande liberté. Et j'aurais jamais mené la vie que j'ai faite si j'avais eu, effectivement, fondé une famille, ce qui est magnifique. Mais bon, c'est pas mon chemin. Ok, super. Et donc, quelques années plus tard, donc là, tu es officiellement moine bouddhiste et tu rencontres du coup le Dalai Lama, qui est le représentant du bouddhisme tibétain, c'est ça? Alors, le Dalai Lama, donc, lui-même avait des maîtres, forcément. D'accord. Dont mon deuxième maître, Dilgo Khyentse Rinpoche, qu'il avait rencontré au Tibet. Et quand ils ont tous fui l'invasion chinoise, arrivant en Inde, il a demandé tout de suite est-ce que Dilgo Khyentse Rinpoche a réussi à sortir du Tibet. Donc, effectivement, il était arrivé par le Bhoutan. Il a d'ailleurs vécu la plupart de sa vie après au Bhoutan. Il est devenu le principal maître spirituel au Bhoutan. Et donc, le Dalai Lama a souhaité le revoir et recevoir des enseignements de lui. Donc, tous les ans ou tous les 2 ans, Dilgo Khyentse Rinpoche allait à Dharamsala en Inde, là où vit le Dalai Lama, et pendant une dizaine de jours, il transmettait des textes, des enseignements, des initiations, des explications. Et donc, quand je suis devenu, disons, un proche disciple et presque un intendant, enfin, il avait 2 moines avec lui tout le temps, qui veillaient sur ses besoins. Il était très âgé, donc moi, je devais partir dans sa chambre la nuit, je m'occupais de lui tout le temps. Et en même temps, je recevais tous les enseignements qu'il donnait. C'était formidable. J'ai pas besoin de demander d'enseignement. Il suffisait que quelqu'un les demande, j'étais là. J'ai tout enregistré. J'ai enregistré 400 heures d'enregistrement. À l'époque, j'avais un vieux magnétophone. Donc, quand il est allé, la première fois, je suis revenu en France, au bout de 7 ans, je suis revenu avec lui, en 1980. Et au retour, il allait voir le Dalai Lama. Donc, je suis allé dans une situation privilégiée puisque j'accompagnais un des maîtres du Dalai Lama, ce qui m'a permis d'avoir tout de suite une relation. Il était extrêmement gentil, enfin bienveillant à notre égard, puisqu'on était en gros les disciples de son propre maître. Okay. Ça crée une relation d'intimité d'un certain point de vue, mais en même temps, le Dalai Lama, c'est une étoile. Enfin, disons, c'est le maître le plus respecté en général du bouddhisme tibétain, mais attention, il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas un pape, il n'y a pas d'évêque en dessous, ni après des cardinaux ou il est respecté pour des raisons spirituelles. Donc, quand il enseigne, il n'y a pas non plus, quand il donne des indications ou des conseils, il n'y a pas ensuite des gens qui vérifient si on met ça en application ou pas. Tous les monastères sont indépendants. Simplement, c'est la référence spirituelle pour toutes les écoles du bouddhisme tibétain. Il est non sectaire, il a étudié, il enseigne. Il y a 4 écoles principales qui se sont développées au fil de l'histoire. Et donc, il voulait recevoir des enseignements de mon maître Dilgo Khyentse Rinpoche, qui lui était particulièrement, représentait l'école la plus ancienne du bouddhisme tibétain, qui a fleuri au 8e et au 9e siècle. Et donc voilà, c'est pour ça que... Donc du coup, j'étais très proche de lui, je le considère aussi comme mon maître, j'ai reçu des enseignements de lui, mais c'était pas mon maître principal puisque je vivais pas auprès de lui. Et puis il s'est trouvé en 1989, alors qu'il allait recevoir le prix Nobel, j'étais à Paris, je sais pas pour quelles circonstances, Khyentse Rinpoche était resté au Bhoutan, et puis je vais le voir, et puis... il me dit, tiens, parce que tu es là, traduis pour moi, parce que normalement, il parlait en tibétain, il fallait traduire en anglais, quelqu'un traduisait en français, donc ça faisait 3 tours, ça prenait du temps. Donc j'ai commencé à traduire pour lui. Il a eu, on a vu à l'époque, je sais pas qui, Jacques Chirac était maire de Paris, il a reçu le prix de la mémoire de Madame Mitterrand, enfin bon. Et puis,
Après, il est revenu en 1991 et là, il a enseigné en Dordogne pendant 10 jours. Et là, c'est la première fois aussi que j'ai traduit pour lui pour des enseignements compliqués, profonds, toute la journée. Parce qu'il est venu sur les lieux, j'étais là. Et il demande qui traduit. Il dit, bah, c'est votre traducteur, puis on mettra en français. Ben non, puisqu'il est là, Mathieu, il a qu'à traduire pour moi. Et donc après ça, je suis devenu son interprète en français. Et aussi, je participais aux rencontres avec les scientifiques, non pas en tant qu'interprète, mais en tant que participant. Donc, il y a une relation très proche, parce que c'est formidable de passer 10 jours dans son intimité, parce que là, en tant qu'interprète, on est là partout. Bien sûr. Aussi bien, on voit son comportement incroyablement bienveillant, humain, avec la personne qui nettoie le couloir dans l'hôtel, qu'avec un chef d'État, et je peux vous assurer qu'il ne fait pas de différence dans le sens d'un être humain qui rencontre un être humain. Donc, il n'a aucun sens de ça, c'est un big shot, il faut faire attention. Moi, je l'ai vu au Parlement européen, il y avait un déjeuner avec les représentants de 15 pays, et donc il est arrivé dans la salle, ils étaient tous prêts pour le déjeuner. Il a vu les cuistots qui ouvraient la porte pour voir comment était le Dalai Lama. Il a vu qu'ils seraient peut-être contents de le voir. Il est parti dans les cuisines 5 minutes. Alors, tout le monde était debout à l'attendre, les ministres, les chefs d'État. Il est revenu en disant « ça sent bon ». Mais je l'ai vu faire ça plein de fois. Donc, il est le même avec les gens les plus humbles, avec une personne malade à l'hôpital, avec quelqu'un qui rencontre sur une chaise roulante quelque part dans un aéroport, il lui prend les mains, il le regarde, et avec des personnes éminentes. Pour lui, ça ne fait pas de différence. Et Mathieu, j'imagine que ce monsieur, il a un cheminement intellectuel autour de la bonté, de la gentillesse, mais malgré tout, ça reste un humain. Est-ce que des fois, il s'énerve ou il est dur avec les autres? Un maître spirituel, c'est pas quelqu'un qui va, être diplomatique avec votre ego. À quoi ça sert? Puisqu'on veut s'en débarrasser. Donc, mon maître, Khyentse Rinpoché, pouvait être très sévère. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il me laisse faire tous mes traînailler. Je veux dire traînailler dans le sens spirituellement. Hein, si je me relâche dans ma pratique, non pas qu'il ne s'agit pas d'être intense et tendu, mais en gros, il n'y a pas de raison qu'il vous laisse. C'est comme un capitaine de navire. Si le gars qui est à la barre, il dévie de 25 degrés sur le cap, ben, il ne va pas le laisser faire pour être gentil. Ça ne sert à rien, c'est pas être gentil. Bien sûr. Donc, il être juste met d'une immense bienveillance, mais pas pour vos défauts. Donc, mon maître pouvait être très, très strict, et du coup, comme ils ont une présence assez formidable par leur présence spirituelle. Donc, c'est vrai que ça porte. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de prendre des gants pour l'ego. Donc, l'idée, c'est de s'en débarrasser. Et pourquoi tu penses, parce que j'imagine qu'il y avait aussi d'autres personnes qui avaient eu un cheminement intellectuel, pourquoi tu penses qu'il t'a choisi toi comme interprète pour le français, sachant que j'imagine que c'est vraiment alors ça, c'est... Bon, mes maîtres, ils m'ont accepté parce que je suis venu les voir, en gros. J'ai été tout de suite très, très bien accueilli. Et puis, ça n'a jamais posé... j'ai pas demandé, est-ce que vous m'acceptez? Ils m'ont pas dit, est-ce que tu veux être mon disciple? Ça s'est fait naturellement. Le deuxième maître, je le connaissais donc, parce qu'il venait voir mon premier maître souvent. Et à un moment donné, au bout de 7 ans, ils organisaient en France, en Dordogne, au centre de retraite de Chanteloup, la première retraite contemplative de 3 ans, qui est traditionnelle au Tibet. Moi, je me suis dit, voilà, tous mes amis, les premiers qui sont venus en Inde, rencontrer mes maîtres, maintenant, ils vont faire une retraite. Ça fait 7 ans que je suis là. Bon, c'est peut-être le moment de repartir. Et donc, ce deuxième maître, Khyentse Rinpoché, qui venait souvent à notre monastère, il est venu, je lui ai dit ça, et il m'a dit, tant que je suis en vie, reste auprès de moi. Donc ça, c'était le plus beau cadeau qui soit. Donc, je suis venu avec lui en France, puis je suis reparti. Et là, j'ai passé 10 ans avec lui au Bhoutan, et puis je l'ai accompagné jour et nuit pendant 13 ans. On est retourné au Tibet, il n'était pas rentré depuis 30 ans en exil. Il y avait, à un moment donné, 1000 cavaliers qui nous attendaient au passage d'un col. C'était un voyage absolument fabuleux. Ils n'avaient jamais vu un étranger dans l'est du Tibet, ils pensaient que j'étais indien. Donc ça, c'était, en 1985, c'était absolument incroyable. Et puis 10 ans au Bhoutan, c'est un pays absolument fabuleux. Donc voilà, jusqu'à sa mort, je l'ai accompagné. Et après, je suis resté au monastère de Seychen avec son petit-fils, parce que comme je vous disais, c'est pas un moine lui-même. Et maintenant, son petit-fils a 57 ans, c'est l'abbé du monastère. Et voilà, je l'ai vu grandir, je connais depuis l'âge de 8 ans. Et maintenant, je suis le plus vieux au monastère, donc tout le monde est très gentil avec moi. Ok. Du coup, alors, excuse-moi, j'ai pas une question qui peut te paraître peut-être bête, mais j'ai pas une culture énorme sur le bouddhisme. Comment ça se passe, la succession du Dalai Lama? Alors, la question de la succession du Dalai Lama, lui-même, est un fan de la démocratie.
D'accord. Déjà au Tibet, il voulait faire un système démocratique et non pas en mélangeant le religieux et le gouvernement. Il avait pensé faire une constitution, mais bon, les Chinois sont venus, il a dû fuir le Tibet. Mais en exil, il a tout de suite demandé à un jeune Tibétain qui étudiait le droit aux États-Unis et un groupe d'avocats internationaux du droit constitutionnel qui venaient le voir, d'établir une constitution pour l'administration tibétaine en exil. Donc, ça s'appelle l'administration centrale tibétaine parce que c'est pas un gouvernement en exil, parce que l'Inde a demandé que ça s'appelle pas comme ça. Ils les ont accueillis, et une constitution au cas où ils retournent au Tibet, où il y a une totale séparation entre le bouddhisme et le gouvernement, des élections démocratiques. Et en Inde même, la communauté exilée de Tibétains, il y en a 200 000, puis il y en a d'autres qui sont en étranger. Ils ont aussi 50 députés élus pour les affaires courantes, de manière parfaitement démocratique. Et le Dalai Lama n'influence en rien tous ces processus. Et donc, à un moment donné, il a même mis complètement séparé la fonction du Dalai Lama de cette administration en exil. Il a dit, c'était d'ailleurs, il a annoncé qu'on était à Toulouse, il a dit, contrairement à la Révolution française, j'ai librement, fièrement et joyeusement séparé 400 ans où il y avait un peu une collusion entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Okay. Donc en fait, il est extrêmement démocratique. Ok. Donc, si vous voulez, ça se reflète aussi dans le fait que le bouddhisme n'est pas hiérarchisé, c'est un maître spirituel, mais c'est pas un pape. Et donc, les monastères sont très démocratiques. Il y a tous les 3 ans, les postes de fonction changent. Donc voilà, c'est. Ok. Et donc aujourd'hui, Mathieu, t'es installé au monastère de Tsechen, on dit? Tsechen, oui. Tsechen. Ok. Au Népal. C'est quoi les grandes valeurs du bouddhisme? Les grandes valeurs. La sagesse et la compassion. Ok. C'est-à-dire, c'est comme les 2 ailes d'un oiseau. Un oiseau, il n'apprend pas à voler juste avec une seule aile. Donc, il faut à la fois la sagesse, ça veut dire la connaissance, d'une part de la nature relative et ultime des phénomènes, la nature relative et ultime de l'esprit, de la conscience. Donc, l'analyse de l'interdépendance, comment les phénomènes apparaissent, quelle est leur nature ultime, est-ce qu'ils existent véritablement de façon solide, ou est-ce qu'ils apparaissent mais sont dénués de réalité propre, un peu comme sans faire d'amalgame. C'est un peu ce à quoi aboutit la physique quantique, hein, quand on dit que la réalité n'est pas locale, que quelque chose peut être selon la façon dont on le regarde une onde ou une particule, on ne peut pas dire que ça existe de façon solide et intrinsèque comme une onde ou comme une particule, puisque ça peut être les deux, ce qui sont 2 choses très différentes. Donc le bouddhisme a un peu cette approche-là. La réalité apparaît, mais elle est dénuée d'existence propre. Il n'y a pas des entités autonomes, permanentes et complètement indépendantes. Donc il y a une analyse de la réalité, une analyse de la nature de la conscience. Donc ça, c'est l'aspect, comment je dirais, analytique. Et puis, il y a une approche plus contemplative pour, une fois qu'on a compris ça, essayer de l'intégrer par la pratique, par la méditation. Donc, cet aspect de la connaissance est important parce que si on se trouve, on est dans la distorsion de la réalité, c'est dysfonctionnel. C'est par exemple que je pense que les choses sont permanentes, autonomes et existent en elles-mêmes et par elles-mêmes, notamment le moi. Descartes disait le moi est unitaire, permanent et autonome. Alors ça, qu'est-ce qui se passe? Donc on veut le protéger, on veut le satisfaire. Donc attraction, répulsion, donc animosité, désir, obsession, jalousie, orgueil, tous ces poisons mentaux qui mènent à quoi? À la souffrance, se manifestent à cause de cette dichotomie qu'on a créée intellectuellement. Alors que si on regarde, on ne trouve pas ce noyau central. Parfois on dit « il m'a poussé », donc là on l'associe au corps. Parfois on dit « vous avez blessé mes sentiments », donc c'est les sentiments. Mais vous dites « mes sentiments », donc il y a un propriétaire des sentiments et du corps qui serait séparé. Donc plus on cherche, moins on trouve cette entité-là. Et ce n'est pas simplement une sorte de démarche intellectuelle, parce que comme je vous dis, ça a des conséquences, comme je te dis, ça a des conséquences qui mènent à la souffrance ou à la liberté. Parce que si on n'est pas accroché à cet ego, on est beaucoup plus libre que quelqu'un qui réagit constamment en fonction de son ego. Et du moi et le monde, moi et les autres, de façon comme s'ils étaient fondamentalement séparés. Donc cette analyse, c'est la sagesse. Et la bienveillance, c'est de s'apercevoir que beaucoup d'êtres souffrent,
Ils aspirent au bonheur parce que personne ne se réveille le matin en se disant puis-je souffrir toute la journée. Mais souvent, on dit qu'ils tournent le dos aux causes du bonheur. Donc, il y a une confusion entre leurs aspirations et leurs actions et leurs pensées. Donc, face à à ce drame, on peut dire, on peut qu'éprouver une grande souhait que puissent-ils être libérés de la souffrance. Donc ça, c'est la définition de la compassion. Puissent les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc ça procède de la bienveillance, mais c'est tourné vers la souffrance. Et donc, de ce fait, on se dit, si c'était impossible de s'en libérer, à ce moment-là, vaut mieux que tout le monde se relaxe, on prend une bonne bière, on va à la plage, il ne faut pas se préoccuper de la souffrance. Si la souffrance était imposée par une entité quelconque, était sans cause, c'est imprévisible et on ne peut rien y faire. Mais s'il y a des causes et des effets, des conditions, si on participe à ces causes par nos poisons mentaux, etc., c'est comme, il vaut mieux pas ignorer si quelqu'un est malade. Moi, je veux pas aller voir le docteur parce que j'ai pas envie de savoir que je suis malade, même si vous êtes condamné. Il vaut mieux savoir et voir s'il y a un traitement. Donc, l'idée, c'est pas pessimiste. On dit le bouddhiste, la souffrance. Mais c'est comme si on disait, les hôpitaux, c'est pas bien parce qu'il y a que des gens malades. Donc, c'est un grand hôpital, le Samsara, parce qu'on est malade de beaucoup de choses. Mais comme les causes de la souffrance sont par nature impermanentes, parce que rien ne dure, donc on peut y remédier. Donc, il y a une possibilité d'y remédier, donc ça vaut la peine. Et du coup, il y a un chemin pour mettre en cause, en action, tous les moyens qui permettent de remédier à la souffrance. Donc, ce qu'on appelle les 4 nobles vérités, c'est le premier enseignement du Bouddha. Oui, la souffrance, il faut la reconnaître et non pas détourner le regard. Analyser ses causes parce qu'elles sont multiples causes et toutes changeantes et changeables. Prendre conscience qu'on peut y remédier. Et ensuite, la voie, c'est mettre en œuvre les remèdes. Donc, si on va avoir un médecin qui vous donne un traitement et on ne met pas l'ordonnance sous l'oreiller, on la met en pratique. Et donc, ça aboutit à une libération de la souffrance. Quand tu parles de souffrance, moi, ça me fait penser, par exemple, tu vois, être triste, potentiellement avoir des idées négatives. C'est ça que tu mets derrière la souffrance? La souffrance, c'est multiforme. Il y a les souffrances évidentes. D'abord, il y a la souffrance de la maladie, il y a la souffrance de l'agonie, il y a la souffrance physique, il y a la souffrance de la séparation, d'être séparé de ce qui vous est cher, d'être confronté à ceux qui vous font du tort. Il y a 1000 formes de souffrance. Mais il y a aussi une souffrance du changement. C'est-à-dire, on va à un pique-nique joyeux et puis un enfant est mordu par un serpent. Donc, tout était bien, mais brusquement, ça change. Tout va bien, puis on apprend qu'on a une maladie grave ou on est viré de son job. Et puis, il y a la souffrance. Donc, c'est la deuxième type de souffrance qui est liée au changement. Et le vieillissement, les choses se dégradent. Et puis, parfois, ça peut être pour le bon, le changement. Quand ça va mal, ça peut parfois aller mieux. Et il y a la forme la plus subtile. C'est pas le mal de dents, etc. C'est ce qui est lié justement à l'ignorance, parce qu'on n'arrête pas de perpétuer, de répéter les schémas de la souffrance. Donc ça, on s'en rend pas compte. Ouais. C'est la plus profonde. Et tant qu'on n'a pas remédié à ça par la connaissance, la cause. Les poisons mentaux vont ne cesser de ressurgir. La jalousie, l'orgueil, l'animosité, parce que ça naît d'une compréhension distordue du monde, de la réalité, de soi-même et des autres. Si je reviens sur un mot que tu as utilisé, le mot ego, moi c'est un mot qui, en toute transparence, je l'ai pas encore tout à fait compris, tu vois. L'ego, c'est un mot français, mais disons, on dit plutôt l'entité du moi, c'est ce qu'on associe. Voilà, par exemple, moi je pense que, je me rappelle, j'ai un petit enfant, après j'ai grandi, maintenant je suis un petit vieux, mais j'ai l'impression que c'est toujours moi. Ben non. Ça veut dire quoi, c'est toujours toi? Ça, mon corps a changé à chaque instant, il continue d'ailleurs, pas pour le meilleur, pour ce qui est de gravir des montagnes notamment, ni pour la mémoire. Mes expériences, c'est un flot continu et dynamique d'expériences. Donc, chaque moment, là, on vient de rencontrer des personnes, je parle avec toi, c'était pas ça il y a 1 heure, donc c'est nouveau tout ça. Hein, ça fait partie maintenant de mon histoire. Donc, c'est un flot dynamique d'expériences. Mais il n'y a pas, si on cherche, il n'y a pas, justement, je disais, il m'a poussé, donc ça c'est le corps. Il m'a blessé mes sentiments, donc ça c'est l'esprit. Puis mes sentiments, tout ça. Donc si on le cherche, on ne trouve nulle part, cette entité moi. Elle n'est pas localisée dans le cœur, elle n'est pas partout dans le corps. Là, si on perd ses jambes, alors on perd la moitié de l'ego, mais pas du tout. On a le même ego, mais avec 100, on est un cul de jatte. Donc en gros,
Si je me réveille et que je me vois comme un ours, j'ai toujours un ego, mais je me dis brusquement, je suis devenu un ours, c'est bizarre, ça me déconcerte. Donc, il y a ce sentiment d'un moi qui serait unitaire permanent. Et ça, c'est une source de problème. Donc, si on analyse, on s'aperçoit. Alors, c'est pas mauvais de penser ça, parce que c'est pratique. On dit que c'est une illusion utile. Parce qu'il faut bien fonctionner, il faut bien avoir un nom, on est différent des autres, on n'a pas la même histoire. Donc, c'est un peu comparé à un fleuve. La Seine, c'est pas pareil que le Mississippi ou le Gange. Mais il n'y a pas, on n'a jamais vu dans la Seine ou dans le Gange une petite tête qui sort. N'oubliez pas que le Gange, c'est bien moi. C'est-à-dire, encore une fois, une unité qui se déplace au fil du temps. Le noyau, que parfois on appelle l'âme ou les hindous appellent l'atman, pour eux, c'est une entité autonome et qui est permanente. Dans le bouddhisme, on dit que c'est un flot en constante transformation. Et c'est pas, encore une fois, juste une curiosité intellectuelle, parce que ça a des conséquences. Parce que si on s'agrippe à ça, ça mène à la souffrance. Si on s'aperçoit que oui, c'est un nom qu'on attache à un phénomène qui change constamment, c'est OK ça, mais on ne dit pas, oui, il y a un moi au fond, c'est vraiment moi, c'est ça le cœur de ma vie, de mon être, c'est mon essence profonde. Alors là, on a des problèmes. Si on n'avait pas de problème, ça ne serait pas grave, si c'était juste un concept philosophique. Mais il y a des conséquences. Donc le bouddhisme réfute ça par la logique. Et le plus, alors on voit les super-égos, il ne faut pas aller chercher très loin. Regardez, aux États-Unis, c'est de super-égos. Je veux dire, les résultats, c'est pas très encourageant. J'avais un ami qui est un grand psychologue, Paul Ekman, et après avoir moult rencontres avec le Dalai Lama, il dit ça serait intéressant d'étudier les gens qui ont un ego transparent. Et pour le Dalai Lama, par exemple. Parce que c'est pas du tout, ils viennent pas des légumes, c'est pas des gens ennuyeux, au contraire, ils sont une grande effervescence de présence. Une fois, pendant une réunion, on lui a venu d'apprendre qu'un enfant était mordu par un chien enragé, il avait les larmes aux yeux, puis après il rit, donc il est extrêmement vivant et tout. Dans mais ses émotions, ouais. Il n'a pas ce sentiment, disent les Chinois, ils disent que je suis un serpent habillé en moine, aucun sens. D'autres, ils disent je suis un dieu vivant, aucun sens, je suis un simple moine bouddhiste. Donc, il ne s'attache pas à une image, à tout ce qui fait que, tout ce que secrète la notion d'ego. Donc, en gros, il y a une façon saine de voir. Il y a le moi, bien sûr, on se réveille le matin, j'exige, j'ai faim, j'ai froid, c'est aucun problème. Il y a notre histoire, c'est le fleuve, aucun problème. Ça, c'est l'histoire de la personne. Mais ce concept d'une entité autonome qu'on retrouve dans beaucoup de religions, hein, l'âme, l'atman chez les hindous, ça, pour le bouddhisme, c'est un problème. Okay. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces partages. Si on revient sur la méditation, depuis quelques années en France, on en parle de plus en plus. Ouais. Moi, j'ai été petit pratiquant. J'ai même fait une retraite alors dans un temple, enfin à côté d'un temple en Thaïlande qui s'appelle le Dhammakaya Setiya. Je sais pas si ça te parle. En 2018. Donc, je fais partie de ces jeunes, entre guillemets, qui ont découvert la méditation. Est-ce que toi, tu peux nous en parler et nous dire surtout les bienfaits de la méditation ? Oui, alors, méditation, c'est un grand mot, mais c'est très vague. Parce qu'en vrai, ça veut dire entraînement. Ok. Hein? Bhavana, en sanskrit, ça veut dire cultiver. En tibétain, gom, ça veut dire se familiariser avec quelque chose. Donc, vous dites, je m'entraîne. Ah bon, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais ? Du rugby, ping-pong ? Des échecs? Tu t'entraînes à quoi? Ah ben non, je m'entraîne. Ça avance pas grand-chose. La méditation, c'est pareil. D'ailleurs, les études en neurosciences ont montré que chaque type d'entraînement a une signature différente dans le cerveau. Okay. Si vous entraînez à ce que font beaucoup en Occident, là, ce qu'on appelle la pleine conscience, en fait, c'est l'attention. Ouais, tout à fait. L'attention, c'est un outil. Attention, c'est un outil indispensable, mais ça suffit pas. On n'atteint pas à l'éveil avec juste l'attention. Donc, l'attention mobilise certaines aires du cerveau, notamment, qui sont spécifiques pour l'attention. Maintenant, si vous cultivez, vous méditez, encore une fois, la bienveillance pour tous les êtres. Puissent tous les êtres être heureux. Même les pires, puissent la haine, l'indifférence, la cruauté qui habite leur esprit. On peut souhaiter que ça s'en aille, non? Ça serait bien si les dictateurs cessaient d'être des dictateurs. On peut le souhaiter. Bien sûr. On peut souhaiter que le système, l'éducation, le milieu environnant qui a amené ces personnes à finalement au pouvoir, que ça change au fil du temps. On peut souhaiter ça.
Donc, c'est bienveillant par rapport à dire, si je le vois, je lui écrabouille la cervelle. C'est constructif. Mais oui, mais en plus, c'est bien mieux. C'est comme un psychiatre qui voit un malade fou furieux. Il va commencer peut-être par le maîtriser s'il faut, mais après ça, il va pas prendre un gourdin pour le zigouiller. Il va voir, est-ce que je peux le guérir ou pas? Et s'il peut le guérir, tant mieux. S'il peut pas le guérir, il l'empêche de se nuire à lui-même et de nuire aux autres. Il lui donne des médicaments ou n'importe quoi, mais il va pas dire, c'est un être impossible, donc on s'en débarrasse. Non, on essaye. Donc, c'est ça la bienveillance. Donc ça, si vous voulez... Donc, ce que tu veux dire, c'est que dans la méditation, il y a aussi une thématique qui est la bienveillance. On peut cultiver la bienveillance. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on fera? C'est comme quand on navigue, on va pas apprendre à naviguer un jour de tempête avec force 12. On va apprendre un jour de beau temps avec un petit bateau, un instructeur. Et puis, après, petit à petit, on peut naviguer dans les grandes tempêtes. Donc, c'est pareil. On peut pas commencer à méditer sur la bienveillance pour, Bachar el-Assad ou Poutine ou compagnie. Donc, on va commencer à penser à un être cher, un enfant, un conjoint, un parent, quelqu'un qui vous est très, très cher, pour cette personne vers laquelle vous avez aucun mal à lui souhaiter tout le bien du monde. Puis cette personne est heureuse, s'épanouir, puis ses aspirations dans l'existence se réaliser, puisse-t-elle être épargnée par des maladies et des souffrances. Vous souhaitez vous remplissez votre paysage mental de bienveillance. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça nous arrive pendant 10 secondes, puis on passe à autre chose. Là, non, vous ne passez pas à autre chose. Vous maintenez cet état qui remplit votre paysage mental. S'il décline, vous le ravivez. Si vous êtes distrait, vous y revenez, comme un papillon qui revient sur sa fleur. Donc, vous surveillez votre état pour maintenir le plus clair, présent, intense dans le sens à son point optimal, pas en moitié endormi, de sorte que, ça se maintienne sur 10 minutes, une demi-heure, 2 heures. Et on sait, aussi bien par l'expérience contemplative maintenant dans le bouddhisme 2500 ans, que depuis une trentaine d'années, l'étude en neurosciences sur la neuroplasticité, que si vous faites quelques jours régulièrement, tous les jours pendant un mois, 30 minutes par jour, que ce soit apprendre à jouer au ping-pong ou autre chose, déjà en un mois, on voit que votre cerveau change, non seulement fonctionnellement, mais structurellement. Donc, plus vous en faites, plus ça change, plus les changements sont stables et importants. Donc, voilà. Donc, si tu veux, les collaborations entre des contemplatifs et des neuroscientifiques a simplement corroboré le fait que l'entraînement, ça vous transforme et que plus on en fait, plus ça vous transforme et plus c'est stable. Et ça résiste aux circonstances, les hauts et les bas de l'existence. Donc, à un moment donné, on arrive à un état où on a confiance qu'on peut gérer les hauts et les bas de l'existence. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas triste ou joyeux. Il y a des hauts et des bas, forcément. Si quelqu'un meurt ou si on voit un témoin d'un massacre, on ne peut pas être en joie. Donc, la tristesse n'est pas incompatible avec un état une manière d'être qu'on peut appeler le bien-être, c'est-à-dire être bien au fond de soi, parce que même devant la tristesse, on peut avoir de la résilience, de la détermination à remédier aux causes de la souffrance, donc de la compassion, de la bienveillance, de la force d'âme, d'être tourné vers les autres au lieu d'être tout le temps tourné vers soi. Donc tout ça, ça reste, même bien devant la tristesse. Donc, l'endroit où on revient avec les hauts et les bas peut changer. Si vous êtes un peu au fond du trou, vous avez toujours des hauts et des bas, beaucoup de bas et pas beaucoup de hauts, mais vous êtes déjà assez bas comme ligne de base. Puis à un moment donné, il y a toujours des hauts et des bas, mais vous êtes votre ligne base moyenne, c'est-à-dire quand il ne se passe rien, votre mode par défaut, on dit en neurosciences, il est différent. Et c'est ça qui est une véritable transformation. Donc les scientifiques distinguent des émotions qui durent quelques secondes. On peut être en colère encore et encore, mais l'émotion qui s'exprime par un ton de voix, des muscles du visage qui sont très différents selon la colère, la tristesse, le dégoût, le mépris, etc., ça ne dure pas longtemps. Il y a un état physiologique aussi. Ça peut revenir, mais en gros, une émotion très forte, ça dure 5-6 secondes, puis encore une fois, ça peut revenir. Ensuite, il y a des humeurs. C'est là où vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes triste, vous n'êtes pas motivé, ou au contraire très joyeux, quoi qu'il arrive. Et il y a des traits de caractère qui sont beaucoup plus stables et difficiles à changer. C'est un peu comme un parchemin qui a été longtemps roulé. Vous le laissez sur la table, vous lâchez les mains, il se renroule de nouveau. Mais si vous faites ça beaucoup de fois, il finira par rester plat. Donc ça, les effets de la méditation, c'est pour changer justement les choses qui ne changent pas facilement. C'est-à-dire
vos tendances, vos traits profonds et se libérer des tendances qui mènent à la souffrance. Donc ça, c'est le vrai but de la méditation. C'est pas juste de s'asseoir sur une chaise, de sentir son derrière sur la chaise, d'observer sa respiration. Oui, bien sûr. Si vous n'avez pas cultivé l'attention de la pleine conscience, vous ne cultiverez pas la compassion. Votre esprit va vagabonder pendant une demi-heure autour du monde. Vous allez faire un rêve éveillé et vous allez cultiver rien du tout. Donc, il faut que l'esprit soit stable et clair. Donc ça, c'est le but de ce qu'on appelle la pleine conscience. Après ça, il faut se servir de cet outil pour cultiver des qualités humaines fondamentales. Et la principale étant l'amour altruiste et la compassion. Ok, écoute, ça me paraît un super outil. Et si je peux te partager une petite expérience personnelle, moi en fait, aujourd'hui j'ai une trentaine d'années. Jusqu'à 27 ans, j'ai eu la chance d'avoir une vie avec des émotions qu'on appellerait plutôt positives, mais on pourra en parler. Je ne sais pas si tu les nommes comme positives, mais autour de la joie, etc. Oui. Et j'ai vécu une dépression. Et la méditation justement m'a aidé à comprendre aussi que c'était passager. Tu vois, comme j'avais pas vécu énormément d'émotions plutôt autour de la tristesse, etc. Oui, bien sûr. Ça m'a vraiment aidé à donner, enfin, comme tu disais, on nie pas en fait la réalité, on nie pas les émotions. Par contre, ça donne une espèce de force et de conviction que, en fait, après une tempête, il peut y avoir du beau temps. Oui, et alors justement, il y a une approche qui s'appelle comment ça s'appelle, thérapie cognitive, les thérapies cognitives basées sur la pleine conscience, qui sont utilisées pour la dépression. C'est un entraînement qui dure quelques mois. Et qui ont été développés par Zinder Segal, Tisdale et plusieurs personnes. Et qui, maintenant, ça fait 30 ans, et maintenant on sait, des études scientifiques, que alors ça commence c'est un peu utile quand on est au fond de la dépression, mais c'est surtout pour les gens qui ont eu une ou deux dépressions, pour prévenir les rechutes. Et là, ça prévient les rechutes, enfin, ça, comment on dit ça? Ça évite les rechutes dans 40% des cas. Donc, c'est aussi efficace que la méditation. La médication, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des médications, mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait cet entraînement, ça perdure. Tandis que les médicaments, si vous arrêtez, ça s'arrête. Bien sûr. Donc, on peut combiner les deux selon les besoins. Il faut voir, enfin, pour suivre, on fait par ça à la légère, il faut suivre un médecin qualifié. Mais pourquoi? Parce que la dépression s'accompagne notamment énormément de rumination du passé. Donc ça revient. On est très centré sur soi. On anticipe le futur de façon très noire. Donc on n'a plus envie de rien faire et tout va de travers. Donc bon, il y a un très beau livre de Andrew Salomon qui s'appelle, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. En anglais, c'est The Noonday Demon. C'était traduit en français. Il décrit parfaitement ça. Il dit on ne peut plus ni ressentir de l'amour, ni le donner. Il y a toutes sortes de choses. Donc, les thérapies cognitives basées sur la pleine conscience, qui allient les thérapies cognitives à la pleine conscience, s'adressent justement à mieux comprendre ces petits mécanismes qui s'enchaînent et qui fait qu'on est prisonnier de ces enchaînements mentaux et qu'on n'a même plus envie de mettre le pied par terre. Donc, c'est extrêmement efficace pour empêcher les rechutes. Ouais. C'est un super outil, comme tu le disais, parce que je pense que ça rend autonome et ça donne de la confiance à la personne par rapport à un médicament, comme tu dis, qui finalement... C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont compris ça, elles peuvent le mettre de nouveau en application. Tout à fait. Hein? Et voilà, donc ça marche. et ça m'intéresse du coup de comprendre aussi, justement, est-ce que tu as un avis sur les médicaments, les antidépresseurs, les anxiolytiques? Est-ce que pour toi c'est OK pendant un temps? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais ce qu'on sait déjà, c'est que c'est très difficile de prescrire les bons médicaments. Tout à fait. Qu'il faut parfois les changer et qu'il faut vraiment voir des spécialistes et pas un médecin généraliste, aussi bon soit-il. Le problème, et moi j'ai travaillé avec Richard Layard en Angleterre qui a fait évoluer considérablement le financement des maladies mentales, parce que l'OMS a montré, si on compte le nombre de jours où nous sommes incapacités dans la vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rien faire, qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas fonctionner normalement. Si vous avez un cancer ou une crise cardiaque, vous survivez ou non, mais ça ne dure pas 40 ans. Donc le nombre de jours dans une vie où on est incapable de fonctionner normalement, c'est 40% dû aux maladies mentales, aux problèmes mentaux. La dépression, parce que ça dure très longtemps, évidemment l'Alzheimer, la schizophrénie, mais la dépression a un rôle très important. Mais bien que ça soit 40% des jours d'incapacitation dans la vie, en Angleterre notamment, cet ami Richard Layard, qui est un lord,
Il s'est aperçu qu'il n'y avait que 10% de financement parce qu'on dit, bon, écoutez, vous avez qu'à vous prendre en main. Il y a une sorte de stigma aussi. Si on dit que vous avez le diabète, oui, il faut prendre des médicaments, mais vous êtes déprimé, écoutez, remuez-vous un peu. Alors qu'en fait, c'est beaucoup lié aux transmetteurs neurochimiques du cerveau, à la rumination. Enfin, il y a quand même des causes. Et on est aussi malade qu'on est malade avec de diabète. Donc voilà, donc il faut financer davantage pour qu'il y ait suffisamment de gens formés. Parce qu'encore une fois, un médecin généraliste, il est généraliste, mais là, c'est beaucoup plus spécifique. Et c'est vrai que c'est une très bonne chose de combiner ça aux thérapies cognitives basées sur la pleine conscience. Tout à fait. On a parlé des émotions. Moi, j'ai envie de te poser comme question, parce que souvent on dit qu'il y a des émotions positives et des émotions un peu plus négatives. Positives comme la joie, par exemple, et négatives comme la colère ou la tristesse. Est-ce que pour toi, justement, il y a des émotions positives ou négatives? Est-ce que c'est pas une erreur, justement, d'avoir une perception positive et négative? Il n'y a pas d'erreur. Non, mais il y a deux points de vue. Donc, il y a le point de vue de l'évolution. Ça, justement, mon ami Paul Ekman. Et du point de vue de l'évolution, chaque émotion est apparue à une raison d'être. Donc, la colère, par exemple, chez un enfant ou chez des gens, c'est pour surmonter un obstacle qui se présente. Il faut être très énergique et le faire rapidement. Et notamment, si on prend un jouet à un enfant, on l'empêche de faire ce qu'il veut, c'est un obstacle, donc il réagit fortement. La jalousie, a priori, du point de vue de l'évolution, c'est pour maintenir la cohésion du couple. Quand il faut élever des enfants, il vaut mieux que les parents restent ensemble, sinon c'est la survie des enfants, surtout à l'époque où l'homo sapiens est apparu, c'était important. Si à chaque fois les mères se retrouvaient toutes seules, la survie serait beaucoup diminuée. Donc chaque émotion a une raison d'être. Donc, elles ne sont pas mauvaises dans ce sens-là. Alors, on a fait d'ailleurs un article dans une revue scientifique avec Paul Ekman, Richard Davidson et une autre personne sur la comparaison entre ce qu'on appelle positif-négatif dans le bouddhisme et en psychologie. En psychologie, il parle d'émotions négatives quand on veut s'éloigner de quelque chose. On ne peut pas voir ça, un sentiment de répulsion, on veut éloigner la personne qui vous embête. Et positif, c'est d'aller vers quelque chose. Alors, ça peut être aussi l'obsession. Donc, pour nous, c'est pas positif. Non. C'est simplement on va vers ou on s'éloigne d'eux. Donc, ça, c'est juste une classification. Mais dans le bouddhisme, on parle pas de positif, enfin, plus moral. C'est mal d'être en colère. C'est négatif parce que ça apporte de la souffrance. Okay. Personne n'a jamais été absolument en extase de sérénité, en étant plein de haine, de jalousie, qui vous ronge du matin au soir, ou de l'orgueil qui vous fait voir tout le monde comme des crétins et vous pensez que vous êtes un type fantastique et ça ne correspond pas à la réalité, donc vous finissez par vous casser la figure. Tout ça, ça apporte de la souffrance. Donc, dans ce sens-là, c'est négatif pour le bouddhisme. La joie, la bienveillance, la persévérance, la fortitude, la résilience, on considère ces états mentaux positifs parce qu'ils contribuent à un meilleur être plutôt que de miner le bien-être. Donc c'est dans ce sens-là. C'est pas un truc moral. C'est très mal d'être en colère, mais c'est très vertueux si vous êtes bienveillant. C'est les résultats. Et d'ailleurs, l'éthique bouddhiste est basée sur ce que ça fait en termes de souffrance ou de bien-être. C'est pas la motivation. C'est la motivation, c'est pas l'apparence de l'acte. Une mère qui pousse violemment son enfant parce qu'il va se faire écraser par une voiture, c'est violent en apparence, mais elle est motivée par la bienveillance. Un gars qui vous fait des grands sourires puis qui vous pique votre portefeuille, il est tout sourire, mais son sourire est malveillant. Donc, sans se fier aux apparences, ce qui compte, c'est évidemment la motivation, c'est ça qui colore l'acte. Donc voilà, donc les résultats, c'est en termes, aussi bien pour l'éthique que pour les émotions, c'est quel est le bien et le mal que ça fait à vous-même et à autrui. Ok. Je sais, pour continuer sur les émotions, il y a pas longtemps, j'ai vu quelque chose qui s'appelle la roue des émotions, où on voit des dizaines d'émotions qui existent. Et moi, encore une fois, pour être transparent avec toi, je me ressens pas ces dizaines d'émotions-là. Est-ce que chacun est différent ou j'arrive pas à les percevoir alors, encore? Je sais pas qui a fait ça, mais en gros, les psychologues scientifiques reconnaissent 6 ou 7 émotions de base, notamment ce Paul Ekman et bien d'autres. Ils ont montré qu'elles étaient, contrairement à d'autres théories où c'était culturel, notamment Margaret Mead et d'autres, il a montré que c'était en fait commun à toute l'humanité. Universel. Il a amené des photos d'émotions d'étudiants américains en Papouasie
Et le dégoût, il leur montrait la photo du dégoût, il disait, ah oui, ça c'est quand on voit quelque chose de sale ou n'importe quoi, la joie. Donc, en gros, les émotions de base, c'est la joie, la tristesse, la colère, le mépris, le dégoût, la surprise. Okay. Et la peur, non? La peur, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, la peur. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, bon, vous montrez des images, tu dis, ah, ben ça, c'est la joie. Vous montrez à un psychopathe cette émotion, ils ne reconnaissent pas la peur. Et s'ils savent dessiner, ils sont incapables on leur dit dessiner la peur. Ils dessinent toutes les autres émotions, mais pas la peur. Ils ont quelque chose dans le cerveau avec les amygdalas qui ne marchent pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont aucune empathie affective et qu'ils peuvent découper des gens en morceaux en pensant que c'est très bien. Donc voilà, donc ces émotions de base-là sont universelles. Il y en a d'autres aussi qui sont... Alors, elles sont universelles parce qu'il y a une expression faciale. On a 256 petits muscles. Et Paul Ekman, il vous dit tout de suite quels muscles sont appliqués. Et il vous fait d'ailleurs prendre, il a fait ça, puis il vous fait prendre tous les muscles. Qu'est-ce que tu ressens? Et vous ressentez le dégoût ou le mépris. Donc, c'est très intéressant. Il y a aussi un truc physiologique. Donc, elles ont une réponse physiologique. Ça se joue, ça affecte le ton de la voix et parfois la posture corporelle. Donc, quelqu'un qui est bien entraîné reconnaît très facilement les émotions. Et les enfants qui sont un peu aveugles aux émotions, ça pose des problèmes relationnels très importants. Donc, on a quelqu'un aux États-Unis, Mark Greenberg, qui fait éducation émotionnelle, sur l'intelligence émotionnelle. Donc, quand les enfants savent pas très bien, quand ils reconnaissent pas les émotions des autres, c'est souvent parce qu'ils reconnaissent pas leurs propres émotions. Donc, ils ont des cartes avec ces émotions de base. Et quand ils reçoivent une émotion, ils vont montrer la carte. Ça, c'est la colère, ça, c'est la peur, ça, c'est la tristesse. Et en quelques mois, deviennent beaucoup plus... l'alphabétisation des émotions et les rapports avec les autres changent complètement. Donc, c'est très important de bien identifier nos émotions, celles qui minent notre bien-être et celles qui, au contraire, le magnifient. Et celui des autres, bien sûr. Et moi, ça m'a vraiment interpellé, au-delà de ces 7 émotions, ou toutes les émotions possibles, est-ce que justement le bouddhisme, et plus précisément la méditation, peut aider justement à reconnaître... Oui, alors d'abord, il y a un aspect théorique. Le bouddhisme a des traités entiers sur les 51 événements mentaux de base qui sont décrits en très grand détail. 51 événements mentaux? C'est des émotions, mais aussi des états mentaux cognitifs. Et puis, il y a des branches à tout ça. Donc, il y a des traités entiers sur la taxonomie des états mentaux. Okay. Et ça fait partie des études qui s'appellent l'Abhidharma. Et en même temps, quels sont les antidotes? Quels sont ceux qui sont neutres? Quels sont ceux qui sont constructifs? Quels sont ceux qui détruisent? Et donc, voilà, la psychologie bouddhiste est extrêmement riche. Et d'ailleurs, dans ces rencontres de Man and Life, une fois, on était au MIT de Boston. Et il y avait des séries de dialogues où il y avait un bouddhiste et un scientifique. Moi, j'étais en pair avec Stephen Kosslyn, qui à l'époque avait la chaire de psychologie à Harvard. Donc, on avait pas mal interagi avant ça. Et il a commencé sa présentation en disant « Je voudrais rendre hommage à la masse de données expérimentales que les méditants bouddhistes apportent dans le champ de la psychologie contemporaine par tous ces siècles d'investigation de la façon dont fonctionne l'esprit. » Pour te dire, il y a des traités de la perception de 150 pages qui datent du 1er siècle. Okay. Donc, il y avait vraiment une science de l'esprit. Oui. Ok. Et dans ces événements mentaux, toi, j'imagine que du coup, comme tu as beaucoup médité, t'en as vécu. Est-ce qu'il y en a des particuliers qui t'ont marqué, que tu peux nous décrire? Je veux dire, c'est comme voir des paysages. Il y a toutes sortes. Non, mais l'idée, c'est encore une fois de peu à peu éroder ceux qui provoquent la souffrance de soi-même et d'autrui, okay, et de cultiver, justement, c'est ça le but de la méditation, ceux qui contribuent au bien d'autrui et au sien propre. Donc, c'est ça un des buts de la méditation, bien sûr. Ok. J'ai lu en préparant l'interview que justement il y avait, tu as médité pendant des milliers d'heures et qu'on avait analysé ton cerveau, c'est ça? Oui, je suis pas le seul, mais bon, j'étais un des premiers à la suite des rencontres Mind and Life, justement sur les émotions destructrices. L'idée, le DMA a demandé au milieu de la semaine, ça durait 5 jours, c'est très bien tout ce qu'on disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la société? Donc les scientifiques, on s'est réunis à midi, on a dit on pourrait faire un programme scientifique de haut niveau, parce qu'avant il y avait pas mal de recherches, il y avait des trucs un peu vaseux, donc c'était pas très rigoureux scientifiquement, et puis avec des militants un peu n'importe comment.
Donc là, on avait les meilleurs scientifiques du moment dans ces domaines, en neurosciences, en psychologie, et des méditants qui avaient fait entre 30 et 50 000 heures de méditation. Donc, on s'est dit, si on trouve quelque chose chez eux, c'est qu'il se passe quelque chose. Si on ne trouve rien chez eux, c'est pas la peine de s'inquiéter des gens qu'on en fait pendant 3 semaines. Donc, moi, bêtement, je me suis porté volontaire parce que j'avais une formation scientifique et je trouvais ça intéressant. Je ne m'attendais pas à passer 120 heures dans des IRM, aller 1 fois ou 2 fois par an, une semaine dans des labos aux États-Unis surtout, mais aussi en Europe. Et finalement, à devenir non seulement un cobaye, mais un collaborateur. C'est-à-dire qu'il faut bien collaborer. Qu'est-ce qu'ils étudient? Qu'est-ce qu'on étudie? Il faut bien que le méditant décrive ce qu'il fait, et puis qu'on ait des états précis, parce que si on pense à tout en même temps, ça ne sert à rien. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans le cerveau. Donc, il faut être capable d'engendrer un état méditatif un signal très pur, soit rien que de la bienveillance, soit de l'attention pure, et pas tout mélanger. Donc, qu'est-ce qui mesure? Si tout le cerveau se met en œuvre en même temps, ça ne marche pas. Donc voilà, donc cette collaboration, effectivement, a permis de publier de nombreux papiers, dont certains ont été, il y en avait un notamment sur les effets de la compassion qui a été le plus téléchargé dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines pendant l'année, qui montrait que lorsque des militants s'engageaient dans une méditation sur la compassion ou la bienveillance inconditionnelle, il y avait une activation dans les fréquences gamma des oscillations cérébrales qui étaient de loin 100 fois plus puissantes qu'on avait enregistrées jusqu'alors en neurosciences. Bon. Ça s'est vérifié avec tous les méditants à long terme. Et les gens qui s'étaient entraînés pendant 15 jours, on ne voyait pas ce phénomène. Donc, c'était une chose intéressante, mais il y a eu beaucoup d'autres études qui montrent qu'effectivement, il y a des changements fonctionnels dans le moment. Si on s'engage, on voit des très grands changements dans le cerveau, et structurels sur le long terme. Et il y a aussi notamment cette activation très forte des ondes gamma. En fait, si on demandait aux gens à peu près, parce qu'on ne fait pas le compte avec un compteur, en gros, combien d'heures de méditation ils avaient pensé avoir fait, donc ça dépend, s'ils avaient fait des retraites de plusieurs années, combien d'heures en gros par jour ils pratiquaient, combien d'années ils avaient pratiqué. Donc, il y avait des gens très jeunes qui avaient déjà fait 6 ans de retraite. Donc, et on s'est aperçu que l'intensité de ces activations était proportionnelle finalement au nombre d'années et d'heures. Okay. Il y avait des gens très jeunes qui avaient déjà fait 6 ans de retraite, ils étaient très hauts. D'autres qui avaient médité un peu pendant 40 ans, ils étaient moins. Donc, c'était vraiment une ligne droite. Plus on s'entraîne, plus ça change. C'est à la fois réconfortant et encourageant. Donc, c'est pas qu'il se passe rien pendant 20 ans, puis d'un coup, boum. Ou alors que vous avez tout en 5 minutes et après vous relaxez. En fait, c'est comme toute forme d'entraînement. Plus on s'entraîne, mieux ça marche. Ok. Donc, ça a été prouvé scientifiquement, c'est des bienfaits. Quand on dit prouvé, bien sûr, c'est scientifique, on peut toujours débattre. Oui, regardez si la méthodologie est correcte. On va quand même publier dans des prestigieuses revues scientifiques, vérifiées par d'autres laboratoires. Donc, on peut dire oui. On sait maintenant que la neuroplasticité existe, que le cerveau peut changer sous toute forme d'entraînement, que ça soit d'apprendre toutes les rues de Londres par cœur, comme faisaient les taxis londoniens avant l'invention du GPS, et l'air dans le cerveau qui se représente la topologie du milieu extérieur changeait considérablement, mais physiquement. Donc, si vous apprenez à chanter, tout ça, ça change. Donc là, on n'apprend pas ni à chanter, ni à apprendre les rues de Paris. On s'entraîne à la compassion ou à l'attention, et le cerveau change, et ça a été démontré. Et c'est spécifique, donc chaque type d'entraînement ou de méditation a une signature spécifique dans le cerveau. Ok, donc la méditation, ça aide les êtres humains à être épanouis. Est-ce que tu penses qu'un jour, en France, dans les écoles, on enseignera la méditation? Oui, alors c'est assez commun en Angleterre, aux États-Unis, en Hollande, mais en France, il y a une sorte de résistance parce qu'on pense c'est les bouddhistes qui débarquent ou c'est des trucs orientaux. Associé à une religion. C'est une religion, alors que moi j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle L'art de la méditation. J'ai fait exprès. Disons, bon, c'est vrai que ça tire ses racines dans le bouddhisme, mais c'est pas un livre bouddhiste. Je ne demande pas aux gens de devenir bouddhistes. Je parle très peu du bouddhisme. Et puis, ça tient pas la route parce que ça s'adresse à la façon dont fonctionne notre esprit et notre cerveau. Alors, si un scientifique japonais trouve une nouvelle particule, un boson X ou je sais pas quoi, la particule n'est pas japonaise, elle existe ou elle n'existe pas. Donc, si la colère, avant on disait, faut exprimer notre colère, faut laisser s'exploser, faut casser des pianos, c'est très à la mode. Maintenant, on sait que ça marche pas, que plus vous vous mettez en colère, plus vous êtes coléreux, c'est tout. Donc maintenant, on le sait. Donc c'est valable pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le bouddhisme? Une des choses, c'est pas une supériorité, c'est une spécificité.
Depuis 2500 ans, ils n'ont pas arrêté de s'interroger sur la façon dont fonctionne l'esprit, comment sont ses émotions, à les classer, à les étudier. Je vous disais la perception, tous ces phénomènes mentaux. Qu'est-ce qui se passe quand on voit un objet? D'abord, il y a une perception nue, puis après, il y a des concepts qui s'attachent. Enfin, tous ces processus-là sont extrêmement décrits et étudiés. Bon, c'est leur spécialité. Mais on a tous un esprit à qui on a affaire du matin au soir, qui peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Bon, on se voit bien dans la dépression. Finalement, ces choses-là, ça fait partie du patrimoine mondial de la connaissance. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, d'autres qui sont spécialisés pour envoyer des fusées sur la Lune. Ça les regarde. Mais bon, en gros, si vous voulez, donc c'est tout un aspect qui peut être utilisé de manière parfaitement séculière. D'ailleurs, le programme de pleine conscience, réduction du stress par la pleine conscience, le MBSR de John Kabat-Zinn, il a commencé dans les hôpitaux à Boston, parce que à la fois les malades, les aides-soignants, les médecins, tout le monde était stressé. C'était et on sait que le stress affaiblit le système immunitaire. Alors, vous avez des gens qui sont en chimio, en plus, ils sont stressés, donc le système immunitaire ne réagit pas comme il devrait au traitement. Donc, diminuer le stress, c'est un grand avantage. Il a commencé comme ça. Après, c'est dans le monde entier. Et après, on en a mis dans l'entreprise, dans les écoles. Il y a plus ou moins. Non, mais en France, on se dit, oh là là, c'est pas laïque. Mais si, c'est laïque. Je veux dire, on a tous un esprit. Il n'y a pas que les religieux qui ont un esprit. Et comme le dit Dalai Lama, la bienveillance et la compassion, ça n'appartient pas aux religions. Ça serait trop triste parce qu'il y a la moitié des gens maintenant qui ne suivent pas des religions. Si on disait l'amour et la compassion, ça ne vous regarde pas, ça serait dommage. Et comme il dit, la religion, ça devrait être un choix qu'on devrait faire normalement, pas imposé par les parents et la culture, mais quand qu'on peut réfléchir, on le fait ou non, c'est pas grave. Mais la bienveillance, on en a besoin du jour où on est né. Un nouveau-né ne survivrait pas à 3 jours si on ne s'occupait pas de lui, ou une personne âgée. On en a besoin de la naissance à la mort. Donc, c'est complètement indépendant de la religion. La religion peut aider à la magnifier si on l'emploie utilement au lieu de utiliser comme des drapeaux de ralliement pour alimenter la haine. Mais, a priori, toutes les religions parlent d'amour au départ, très bien. On peut magnifier l'amour et la compassion avec la religion, mais c'est pas obligé. Donc, a priori, tout ça, c'est parfaitement séculier, laïque, et c'est bizarre parce que, d'un point de vue historiquement, ça a été un peu amené par des gens. Bon, moi, je suis pas du tout un apôtre de la pleine conscience et je m'occupe pas du bouddhisme en Occident. J'ai vécu toute ma vie, enfin la plus grande partie de ma vie en Orient. J'ai étudié un bouddhisme très traditionnel, donc le bouddhisme en Occident, moi, c'est pas mon affaire. Mais bon, je vois bien que c'est un certain succès, que la méditation s'est développée. Bien sûr. Alors évidemment, ça peut être utilisé de travers. On peut dire, voilà, on va rendre les gens plus efficaces, ils vont bosser plus, ils vont moins stressés. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je parle souvent d'une pleine conscience bienveillante. Parce que finalement, un tireur d'élite, il est en pleine conscience. On lui dit de surveiller quelqu'un, de le zigouiller s'il arrive, il faut qu'il soit attentif, il ne faut pas trop qu'il ait d'émotions. S'il est distrait, il faut qu'il revienne, et puis il n'a pas de jugement parce qu'on lui a dit de tirer dessus, donc il faut qu'il le fasse. Bon, un psychopathe peut aussi être très attentif, mais un tireur d'élite, il n'est pas forcément bienveillant, et un psychopathe non plus. Donc et par exemple, si on veut augmenter simplement la performance dans l'entreprise, à tout prix, sans que les gens soient moins stressés pour que ça marche mieux, ben, c'est pas très bienveillant. Hein. Puis les gens finissent par craquer. Donc la bienveillance, par contre, il n'y a pas de psychopathe bienveillant et il n'y a pas de tireur d'élite bienveillant. Donc, en gros, la bienveillance, ça élimine toutes les déviations possibles dans le monde moderne d'utiliser un instrument, parce que l'attention, c'est un instrument qui peut, selon la motivation, être utilisé pour faire du bien ou du mal. La bienveillance, c'est pas un instrument neutre. La bienveillance, c'est chargé d'une valeur éthique positive. C'est pour faire le bien des autres. L'intelligence, l'attention, ça peut être utilisé pour détruire ou pour construire. C'est comme un marteau. Hein? Donc, les gens qui ont fait l'attentat du 11 septembre, ils étaient très malins. C'est intelligent. Mais l'intelligence est utilisée pour faire du mal. Donc, et l'intelligence artificielle, c'est pareil. Plus elle sera puissante, 10 000 fois plus intelligente pour le raisonnement et la gestion des données, plus la motivation dont on la nourrit, donc il faut l'élever comme un enfant presque. Et ça, c'est possible. Il y a un gars qui s'appelle Mo Gadvar qui a écrit un livre très, très bien sur ça. C'est un des premiers types spécialistes d'intelligence artificielle chez Google. Il s'appelle Scary Smart, c'est-à-dire c'est extrêmement intelligent, mais c'est un peu effrayant. Et il dit il y aura des dérapages, mais en même temps, si on l'éduque correctement, parce que finalement, il brasse les données qu'on lui donne,
On peut l'éduquer vers le bien-être de la population, vers la coopération, vers étudier le diagnostic des maladies, comment remédier au mieux à la pauvreté au Ghana, mettre tout ça, les données et trouver quelque chose, qu'est-ce qui se passe. Donc tout dépend, c'est à nous finalement d'éduquer tout ça. Et la méditation, ça dépend de la motivation. On dit que la motivation, c'est ça qui colore nos actes. C'est un peu comme un cristal, vous le posez sur un tissu bleu, il a l'air bleu, un tissu rouge, il a l'air rouge. Donc c'est la motivation qui donne la valeur éthique à nos actes. C'est pas de l'apparence du comportement. Tu parles d'intelligence artificielle, c'est hyper intéressant. Moi, je viens du milieu entrepreneurial et particulièrement de la tech, des startups. On sait que l'intelligence artificielle va bousculer beaucoup de choses. Tu dis en effet que finalement, on peut s'en servir à des bonnes fins. Parce que c'est un outil. C'est un outil. Mais aujourd'hui, comment on peut... Parce que si on essaie d'inventer une intelligence artificielle qui est pour le bien-être humain, c'est aussi des entreprises privées et c'est contrôlé par des personnes. C'est ça. Du coup, il y aura plein de conséquences parce qu'il faudra forcément un salaire universel de base. Parce que si 40% des gens perdent leur emploi, je ne sais pas, mais c'est un scénario envisageable. Et si déjà il y a 10 personnes qui possèdent autant que le quart le plus pauvre de l'humanité, ce qui est complètement, c'est bon que le système est complètement faussé. Parce que c'est cette accumulation au sommet, soit dit, on parlait du ruissellement qui ne s'est jamais produit. Donc, quelqu'un qui a 200 milliards, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. On dit, ouais, mais il a créé 20 000 emplois. Il pourrait créer 20 000 emplois avec 100 millions au lieu de 100 milliards. Hein. Je veux dire, tout ça, c'est du baratin. Ils s'achètent des yachts de 130 mètres de long. Donc là, il y a un problème de société, de façon dont le système fonctionne. C'est évident qu'il faudrait une certaine forme de redistribution des richesses parce que avec tout cet argent, quand je vois que je ne sais plus lequel des deux, là, Elon Musk ou Bezos a dépensé 5 milliards pour emmener ses copains 10 minutes en apesanteur, avec 5 milliards, vous pouvez mettre la plupart des enfants qui ne sont pas en classe dans le monde à l'école. C'est-à-dire quand même, là, il y a un problème éthique majeur. Et ce que je comprends pas, peut-être tu vas m'aiguiller, c'est que d'un point de vue éthique, déjà, je comprends pas en fait l'intérêt. Tu vois, moi, je considère que entre guillemets, quand on est riche, quand on parle financièrement, à partir d'1 ou 2 ou 3 millions, ça change pas grand-chose. Oui. Donc, ça déjà, je comprends pas, mais je comprends pas ces personnes-là, en étant aussi chef d'entreprise, voilà. parce que c'est incompréhensible. C'est de l'orgueil, c'est tout ce qu'on veut. Moi, j'ai vu un film, j'ai pas été dans une salle de cinéma depuis 30 ans, sauf pour voir La Panthère des Neiges parce que je passais devant. C'est un de mes copains, Vincent Munier. Mais j'ai vu des films parfois dans les avions, etc. Donc, j'ai vu un film avec Sean Connery, puis je sais pas qui, une dame. Et il se débrouillait, c'était en Malaisie, enfin, il y a des trucs très compliqués, mais il se débrouillait pour changer les horloges à minuit. Et pendant 1 minute, du coup, ils avaient brouillé les horloges et ils pouvaient accéder à des comptes bancaires. Ils avaient ramassé 2 milliards de dollars. Et puis cette dame, très gentille, voulait finalement tout prendre pour elle. Et Sean Connery s'en aperçoit et il lui dit une phrase que j'aime bien. Il dit, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 2 milliards que vous ne pouvez pas faire avec 1? Donc, moi, mon interprétation bouddhiste, c'est rien pour vous-même, oui, mais beaucoup pour les autres. C'est vrai. Et moi, j'ai connu Pierre Omidyar. Il a fondé, je crois que c'est eBay. PayPal, je sais même plus. Enfin bon. Donc, c'est un Iranien français qui vit aux États-Unis, qui a donc fait fortune. Et à un moment donné, il a dit à son chef financier, arrêtez de m'enrichir, il faut qu'on trouve quelque chose. Donc maintenant, ils aident des centaines de milliers de personnes en Inde. Donc moi, je le connais personnellement, il est venu participer aux discussions avec le Dalai Lama. Et un jour, il était à Paris, parce que sa maman vit à Paris. Et donc, je lui donne rendez-vous là où j'étais, à Paris, il y a quelques jours. Il arrive en métro. Bon. Et il me dit, tu comprends, ma maman me dit, quand même, tu es souvent à Paris, tu pourrais t'acheter une voiture. Alors, fort de ce conseil de sa maman, il a été voir un des trucs là où on voit 150 voitures de tous les modèles. Il est rentré dedans et il a dit, voilà, je peux toutes les acheter. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Donc, il a repris le métro. Donc ça, je trouve ça bien. Bien sûr. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a réfléchi. Non, il travaille pour la démocratie, pour la liberté de la presse, quelque chose comme ça aux États-Unis. Il y a du boulot. Mais franchement, c'est lamentable. Alors, il y a des gens comme Giving Pledge. Donc, moi, j'ai connu une des personnes qui a lancé ce Giving Pledge. C'était quelqu'un qui a fondé toutes les boutiques de duty-free dans le monde. Il a donné 15 milliards pour l'éducation, pour plein de choses, pour la cause du combat pour la paix en Irlande, parce qu'il était d'origine irlandaise. Et donc, il a fait le vœu de donner l'intégrité de ces 15 milliards de son vivant. Mais il voulait le faire anonymement. Donc, il s'est mis aux îles Caïmans, ce que font généralement ceux qui veulent faire du blanchissement d'argent. C'est un peu le James Bond de la philanthropie.
Il s'appelait Sweeney. Okay. Et donc, il est mort récemment. Il a réussi à tout dépenser. Moi, je l'ai rencontré. Et à un moment donné, les États-Unis ont pensé qu'il faisait du blanchissement d'argent. Donc, ils ont rentré dans ses affaires et ils sont aperçus qu'en fait, qu'il donnait tout. Ils ne voulaient pas que ça se sache. Mais c'est la personne qui a inspiré Bill Gates et Warren Buffett à créer Giving Pledge, c'est-à-dire qu'ils font le vœu de donner 50% de ce qu'ils ont déjà. Avec 50%, ils ont largement de quoi venir. Mais c'est incroyable qu'il y ait des gens qui veulent malgré tout accumuler de plus en plus, être de plus en plus riches, et on ne comprend pas. Donc ça vient en fait, c'est là où précisément, disons, un chemin de transformation personnelle peut aider. Alors moi, je suis plus communiste que le plus des communistes, j'ai donné 100% de mes droits d'auteur et de toutes les conférences, des émissions de photos, mais ça représente 95 ou 16% de ce que j'ai parce que j'ai hérité un peu de mon père pour m'occuper de ma mère, donc j'ai gardé un petit peu pour m'occuper des vieux jours de ma mère, ce que j'ai bien fait parce que pendant 5 ans, elle n'avait rien. Mais en gros, ce que j'ai reçu soit par mon père, soit par mes gains, j'ai donné 96%. Donc ça va, je suis tranquille avec ma conscience, parce que j'en ai pas besoin. Je préfère beaucoup mieux. Maintenant, Karuna Session, l'organisation que j'ai fondée, il y a 24 ans, on aide 500 000 personnes par an. C'est énorme. Les bénéficiaires directs, l'extrême pauvreté, l'éducation des femmes, au Népal, en Inde. Là, on va faire une campagne avec un médecin exceptionnel pendant 2 ans. On va faire 60 000 opérations de la cataracte. Là-bas, ça change la vie de quelqu'un. Une femme pauvre qui a de la cataracte, elle ne peut plus être dans la maison pour s'occuper des champs, des enfants. Donc, le mari l'envoie dans la famille. C'est un changement de vie complet. On lui rend la vue pour $100. Tout compris, la logistique, l'implant et tout ça. Ici, un implant, ça vaut 80 €. Là-bas, il le manufacture pour 4 €. Ça change la vie de quelqu'un pour $100. Là, tu vois, du coup, l'impact de ton argent. On change la vie de 10 000 personnes, mais vraiment changer la vie. Donc, c'est formidable tout ça. Oui, j'avais accumulé des sous dans une banque, qu'est-ce que j'en ferais? M'acheter, je ne sais pas combien, 50 Ferrari. Donc ça me dépasse. Et moi aussi, ça me dépasse. Et si on revient sur nos amis les milliardaires, alors tu nous as raconté une super histoire d'une personne qui a donné 15 milliards pour les autres. Mais est-ce que tu penses, parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a une urgence au niveau de la planète, une urgence humaine, est-ce que ces gens-là qui ont des milliards, est-ce que tu es contre l'héritage, par exemple? Tu penses qu'on devrait... Non, mais je veux dire, il devrait y avoir, c'est ce que disait Piketty et d'autres, je veux dire, que ça leur plaise ou non, quand ça dépasse un seuil où ça leur sert plus à rien pour eux-mêmes, except de s'acheter une île privée et un yacht de 200 mètres de long. Moi, une fois, j'ai navigué avec un ami en Méditerranée. Il y avait le bateau de je ne sais pas quel magnat russe à l'époque. Et le chauffeur de taxi qui m'a pris pour aller à l'aéroport, après, il m'a dit ils font des soirées à 300 000 €, juste la soirée. Je veux dire, c'est totalement immoral. Ouais. Alors qu'il y a, vis-à-vis des autres, avec ça, on peut sauver peut-être 3000 vies en Afrique, je veux dire. On peut rendre la vue, justement, à 3000 personnes. Je veux dire. Donc là, à un moment donné, si ces gens-là le font pas spontanément comme M. Sweeney, eh ben, il faut, évidemment, ça les mettra pas sur la paille. S'ils ont 100 milliards, d'en prendre 99, parce qu'avec 1 milliard, ça fait 1000 millions. Alors vous êtes tranquille pour le restant de vos jours, hein. Bien sûr. Et à part des choses complètement idiotes et qui n'ont aucun sens et qui sont très peu éthiques vu les besoins dans le monde, ben déjà, ça vous empêchera de faire tout ça et puis les accumuler pour rien. Et puis, ils pourront générer de l'emploi de toute façon s'ils sont des bons chefs d'entreprise et sur une bonne idée. Je veux dire, Amazon, c'est une bonne idée a priori, mais qu'une bonne idée face de vous, quelqu'un qui a 100 fois 1000 milliards de dollars, qui a 100 fois 1000 millions de dollars, mais c'est des chiffres qu'on n'arrive même pas à imaginer, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pas ça qui fait marcher l'économie, puisqu'ils le mettent quelque part, ils achètent des... Donc ça, il faut évidemment faire quelque chose pour qu'ils n'accumulent pas cet argent et que ça serve au bien-être de l'humanité. Parce qu'il y a 10 personnes qui possèdent autant que le quart le plus pauvre. C'est dément. C'est des ratios délirants. Ouais. Et ces inégalités n'ont cessé d'augmenter depuis 30 ans dans tous les pays de l'OCDE. Elles ont été exacerbées encore pendant le Covid parce qu'ils ont tous fait leur beurre pendant ce temps-là. Je veux dire, toutes les grosses fortunes n'ont cessé d'augmenter. Donc, il y a un truc qui ne marche pas dans le système.
Bien sûr. Si on revient un peu sur les jeunes, je sais que c'est quelque chose qui t'importe. On sait qu'il y a un contexte sur la santé mentale chez les jeunes qui est un peu alarmant. On parle de 4 jeunes sur 10 qui ont les syndromes anxio-dépressifs. Ça, oui. Moi, ça me rend vraiment triste pour le coup. Comment toi tu expliques ça peut-être et peut-être quelques conseils que tu pourrais donner à ces jeunes? C'est vrai, d'abord, bon, on parle de l'éco-anxiété, mais c'est pas que ça. Je crois que c'est l'incertitude. Il y a toutes sortes d'incertitudes à notre époque. Ok. L'emploi, les choses artificielles, l'environnement, les changements, peut-être les conflits, etc. Donc, finalement, en temps d'incertitude, qu'est-ce qui peut aider? C'est prendre conscience davantage de notre humanité commune. Moi, j'étais en retraite au Népal. J'écoutais comme la BBC sur une petite radio au moment du début du Covid. Et j'avais vu notamment qu'il y avait un site en Angleterre fait par l'État où on pouvait porter volontaire pour apporter de la soupe à des personnes âgées pendant le confinement. Ouais, emmener quelqu'un à l'hôpital. Et en 24 heures, 1 million de personnes se sont présentées. Donc il y a quand même eu une solidarité dans tout ça. Les gens qui étaient très mobilisés dans les hôpitaux. Donc, souvent, en période de difficulté, ce sentiment d'humanité connue me ressort pendant les catastrophes. Au moment de l'ouragan Katrina, on avait dit, oh, il y a des viols, ils pillent les magasins, donc ils ont envoyé l'armée. En fait, c'était pas ça du tout. Tout le monde s'entraidait. Il serait mieux fait d'envoyer de l'aide. Donc, toutes les études ont montré que dans les grandes catastrophes, il y a un groupe de scientifiques qui étudie les grandes catastrophes. C'est immédiatement l'entraide. Un tremblement de terre, c'est d'abord les gens du quartier qui aident avant que les secours arrivent. Donc, il faut encourager cette fibre-là, parce que quand on fait face à l'incertitude. Donc, encourager la solidarité, la bienveillance. C'est pour ça que moi, j'ai écrit un livre de 800 pages sur l'altruisme, parce que c'est pas une idéologie utopique, bisounours. C'est la solution pour les défis du XXIe siècle. Si on s'en fiche du sort des générations à venir, pourquoi est-ce qu'on changerait tout? Alors qu'on sait maintenant, s'il y a 4 degrés de réchauffement climatique, la population humaine va être réduite à 1 milliard. C'est très bien, on a trop de monde. Oui, mais 1 milliard, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils sont morts de quoi? De famine, de conflit. Donc, c'est pas réjouissant. Il vaut mieux diminuer, en diminuant la mortalité infantile, ce qui diminue la natalité, et puis on règle la population, mais pas avec des famines, des migrations, 250 millions de migrants, ça va être rien, ça va être, comparé à ce qui se passe maintenant, c'est rien ce qui se passe maintenant. C'est 0,5% de l'Europe, c'est des migrants, mais si on avait 250 millions, parce l'abbé Pierre disait, on ne peut pas arrêter des gens qui meurent de faim. Bien sûr. Donc c'est tout légitime ça, comme c'est parce qu'on a manque de considération d'autrui pour les générations à venir. Pourquoi il y a encore de la pauvreté, le quart-monde, la pauvreté au sein de la richesse? C'est parce que manque de considération d'autrui. Donc tout ça, la bienveillance, c'est une solution pragmatique, la considération d'autrui. Donc moi, j'ai écrit ce bouquin pour essayer de démontrer ça. On dit, ouais, il fait une sorte de plaidoyer, un monde idéal. Mais non, c'est très pragmatique. C'est favoriser la coopération, favoriser la solidarité, et tout ce qui fait qu'il y a une société plus harmonieuse. Donc, c'est vrai que les jeunes, moi, je me rappelle avoir, au moment du plaidoyer altruiste, ça fait, je ne sais pas combien, 10 ans ou 12 ans, parler à un groupe de jeunes. Il y en a un à la fin, il me dit, mais votre truc, c'est flippant, il me dit. J'avais du mal à comprendre pourquoi c'était flippant. Parce qu'on est un peu dans l'hyper-individualisme, surtout des sociétés très individualistes comme en Occident. En Orient, c'est beaucoup plus collectiviste. Les familles restent ensemble. Ils sont complètement choqués qu'on mette les parents dans des EHPAD. Alors ici, c'est parce que les familles sont dispersées. Il y en a un à Marseille, l'autre à Paris. Il faut qu'ils travaillent tout le temps, donc ils ne peuvent pas s'occuper de la mère. Mais là-bas, les 3 générations restent ensemble. On n'imaginerait pas. Bon, c'est différent. Mais bon, hyper collectiviste, individualiste, ça veut dire que vous êtes finalement en vous-même. Donc, on devient très vulnérable parce que moi et le monde entier à côté. Donc, moi, du matin au soir, on est très fragile parce que tout vient soit un instrument pour promouvoir notre bien-être, soit une menace. Donc, ça polarise le monde considérablement si on n'a pas ce sentiment d'appartenance à une communauté. Donc, c'est vrai que l'hyper-individualisme joue beaucoup. Il y a aussi l'isolement. On sait maintenant que, par exemple, les enfants jouent 30 fois moins dans la rue qu'il y a 15 ans, 20 ans. Parce qu'ils vont à la maison, parce que c'est là où il y a les appareils. Donc, il y a une diminution du lien des enfants, notamment qui très tôt communiquent uniquement par SMS ou autre chose. On leur demandait, mais vous ne pouvez pas avoir une vraie conversation. Ils disent, ouais, peut-être plus tard, mais je ne me sens pas prêt et tout. Donc, il y a une sorte d'isolement dans l'ultra-communication. Si vous avez 500 amis sur Facebook, ce n'est pas des amis, c'est une vitrine pour le narcissisme.
Vous montrez, C'est virtuel. vous envoyez une photo de ce que vous êtes en train de manger, tout le monde, qu'est-ce qu'on s'en fout. Moi, j'ai vu des gens à Hong Kong, ils n'arrêtaient pas de photographier ce qu'ils mangeaient pour envoyer à leurs copains. Non, mais franchement. C'est pas un réel partage. Il y a cette hyper individualisme qui vous isole des autres. Et se sentir seul, c'est pas bon. Je vous l'ai dit au début, le sentiment de solitude est très délétère pour la santé mentale. Il y a aussi le manque de sens, finalement. Pourquoi continuer? Pourquoi simplement gagner de l'argent? On va de toute façon en train de détruire la planète. Donc, je dis, mais à quoi ça sert tout ça? Donc, c'était un peu la question que je me posais. Je voulais pas, je voulais pas que mon existence soit, mais je savais pas ce que je voulais vraiment qu'elle soit. Donc, moi, j'ai parlé une fois à des jeunes au Canada. Ils me disaient, voilà, on a fait des études, on a rempli des tests, on a vu des psychologues, des orientateurs professionnels, on a essayé 2-3 boulots. On n'est pas motivé. C'est pas ce qu'on veut faire. J'allais écouter. Peut-être, le Canada, c'est des beaux pays. Pour aller seul ou avec des copains ou des copines au bord d'un lac. Et puis vous asseyez là une petite heure. Vous essayez pas de faire marcher l'ordinateur dans votre tête. Et puis, à un moment donné, vous voyez s'il monte à la surface. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Il y a peut-être quelque chose qui apparaîtra. Et à ce moment-là, après, une fois qu'on vous dit qu'en anglais, if there is a wish, if there is a will, there is a way. Donc, si vous avez vraiment un souhait, il y a toujours une manière de le faire. Même si c'est réaliste ou pas, vous arrivez finalement à le faire. Donc, Aristophane disait, l'éducation, c'est pas remplir un vase, c'est allumer une flamme. Donc ça, c'est vrai que cette idée d'avoir un idéal, quelque chose qui compte, quelque chose qui vaut la peine d'être accompli, après, les hauts et les bas de l'existence, vous les passez beaucoup mieux. Tandis que si vous ne savez pas ce que vous allez, vous irez un peu à droite, à gauche. Dès que c'est un obstacle, oh là là, ça y est, ça ne marche pas, je suis coincé, il n'y a aucun espoir. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème de société, mais ça s'est accentué dans ces dernières années. Bien sûr. Est-ce que si c'est pas indiscret, je peux te demander si tu as vécu des périodes difficiles et des périodes qu'on peut appeler dépressives? Moi, j'ai une amie qui m'a dit, qui va venir me chercher, tu es la dernière personne pour écrire un livre sur le bonheur parce que tu n'as jamais vraiment souffert. Je n'ai pas vécu des souffrances directes qui peuvent complètement déstabiliser une vie. Mais j'ai beaucoup aimé mes parents. Ma mère est partie à 100 ans, donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? On a célébré une belle vie. Mon père aussi. Donc, en gros, voilà. Mais simplement, la souffrance, même si on ne l'a pas vécue intimement dans des drames terribles qui vous déchirent, je peux dire, moi, qu'on peut dire, c'est que je l'ai vu. J'en ai été témoin. Hein. Je veux dire, parce que tous les témoignages, j'ai entendu des gens au Tibet qui étaient dans les camps de travaux forcés où tous les matins, ils sortaient 10-15 cadavres qui meurent de faim ou de maladie ou d'épuisement ou de froid. Je veux dire, en Inde, c'est pas difficile d'être confronté à la souffrance. Il y en a partout. Hein, moi, j'ai travaillé dans le vieux Delhi pour imprimer des textes. J'avais des gens qui dorment dans la rue, des veuves musulmans habillés en blanc qui mendient et avec un voile devant leur figure. Et si elles mendient, c'est qu'elles n'ont plus personne. Donc, elles ne voient plus personne parce qu'on ne les voit pas et elles sont derrière le voile. Donc, je me dis, quelle situation, vous vous rendez compte? Donc, tout ça, j'en ai vu de la souffrance. Je sais ce que c'est. Dans le bouddhisme, on parle tout le temps de la souffrance. Moi, j'ai pas vécu de drame. En plus, voilà, j'ai eu la chance d'avoir très tôt des outils pour construire en soi les ressources, pour gérer les hauts et les bas de l'existence, d'être moins déstabilisé par des choses qui peuvent déstabiliser beaucoup de personnes. Donc, à force, avec une certaine faculté comme un chat qui retombe sur ses pattes. Donc, tout ça fait que, effectivement, je pense, la mort, c'est naturel. La maladie, ça vient. Donc, il y a une façon de gérer ces souffrances physiques, mentales, la souffrance de la séparation. Donc, à un moment donné, il y a un état qui est un état par défaut, qui perdure. Le fond du fond n'est pas perturbé. C'est comme le fond de l'océan. Il peut y avoir une tempête terrible avec des vagues de 20 mètres de haut, mais le fond de l'océan, il ne bouge pas. Donc, si vous avez cette faculté-là, solide. Si vous êtes au bord de la côte, alors vous pouvez surfer une vague en état d'allégresse incroyable, et puis 10 secondes plus tard, comme au Portugal, là, vous tapez un caillou. Donc, vous passez l'état d'euphorie totale à vous casser le dos. Mais si vous êtes en pleine mer, la même vague de 20 mètres de haut, vous surfez, vous descendez, vous tapez pas le fond. Donc, la profondeur est là. Donc c'est ça qui finalement résulte d'un entraînement spirituel. Ok. Pour avoir un monde meilleur, on a parlé des individus, il y a les États aussi qui peuvent aider.
Mais il y a aussi les entreprises. Est-ce que tu penses que l'entreprise, et notamment à horizon 2030, 2040, 2050, elle doit avoir un rôle sociétal qui est plus important? Ben oui, bien sûr. Donc, moi, j'avais participé à une conférence en visio du Népal au Vatican, organisée par le Vatican avec des grands chefs d'entreprise, justement, sur la question de l'environnement. Okay. Et il était question d'avoir une sorte de notation, quand vous avez une notation en bourse, sur votre impact environnemental. Parce que les entreprises qui avaient un impact sur l'environnement négatif, 20 fois plus grand en coût que leur chiffre d'affaires. Vous vous rendez compte? Donc ça devrait être publié, les rapports annuels. Donc, si vous voulez, il y a plein de choses qui font que une entreprise vertueuse, c'est finalement celle qui se met au service de la société et aussi qui tient compte du sort des générations à venir. Sinon, c'est des machines à faire des ultra-milliardaires qui sont fondamentalement égoïstes. Donc ça, c'est un choix. Et c'est très difficile parfois de changer. Mais je me souviens d'une anecdote. Donc aux États-Unis, au Texas, tout ça, il y a toujours ce déni du changement climatique. Et d'un grand directeur d'une grande entreprise qui ne voulait pas entendre parler du réchauffement climatique. Et un jour, sa fille rentre de l'école. Elle dit, papa, on m'a dit que c'était des gens comme toi qui allaient détruire la planète. Elle se pose comment? Ça a fait clic. Et il a mis la question de la responsabilité environnementale et sociale, sincèrement, au cœur de son entreprise, sans que ça soit juste dans les brochures pour faire bien. On met un tout petit truc quand ça va bien et on met rien quand ça va mal. Et il a dit, c'était ça qui m'a fait le point de bascule. Excellent de ses enfants. Donc, à un moment donné, il faut que les gens... le déclic. Il faut qu'il y ait un déclic et qu'ils se rendent compte qu'humainement, donc c'est les investissements responsables environnementalement et socialement, ça existe, ça augmente. C'est, apparaît-il, une des secteurs d'investissement qui relativement croît le plus vite, même si ça représente que, je sais pas, 10%, même pas 10% mais ça, c'est en croissance. Mais c'est toujours une course contre la montre, hein. Surtout pour l'environnement, on a 7-8 ans pour changer les choses de façon importante et on n'en prend pas le chemin. Donc voilà, c'est un vrai défi et les souffrances peuvent être immenses. Là, j'ai vu dans les kiosques, il y avait censé à venir, qu'est-ce qui se passera en France avec 4 degrés de plus? Ça va pas être frais quand vous aurez... Il fait 52 degrés en ce moment au Pakistan, 52 degrés. C'est pas la température du sol, c'est la température de l'air. 52 degrés. Et s'il fait 50 degrés dans les Vosges en été, pas rigoler. Ouais, et là, c'est pour 2050, hein, 2050. Donc, c'est demain, pas longtemps. Oui. Pas si longtemps que ça. Bien sûr. Et des fois, ça va encore plus vite. Donc, si ça se trouve, on l'aura en 2040. Mathieu, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai encore quelques petites questions. Dans la vie, des fois, on dit qu'on a tous un peu, tu vois, une béquille, des petits péchés pour certains, un peu inavouables. Parfois, c'est, alors il y a des gens, c'est l'alcool. Non, d'accord, je comprends. Un défaut particulier. Ouais, voilà, et des choses dont peut-être on aimerait se séparer, mais qui nous font du bien malgré tout. Oui. Est-ce que toi, tu as une béquille? Bien sûr, moi j'ai tous les défauts possibles et imaginables. Simplement, j'essaie de m'en occuper. J'essaie de les amenuiser au fil du temps. Bon, il y a certains qui sont moins puissants que les autres. Je ne crois pas que j'ai beaucoup d'animosité. Je ne me rappelle pas de m'être mis en colère depuis un certain nombre d'années. Vingtaine peut-être. La haine, ça me paraît inconcevable. La jalousie, ça me paraît pas malin. L'orgueil, ça me paraît stupide. L'obsession, c'est pas une affaire. Mais enfin, ceci dit, il y a quand même des germes de ces choses-là qui apparaissent de temps en temps. Et l'entraînement, c'est précisément de pas attendre qu'ils aient envahi votre esprit, mais de voir, parce que c'est très facile de gérer une étincelle. Quand l'étincelle est tombée sur un paquet d'herbes sèches et que la forêt a pris feu, c'est plus compliqué. C'est plus long. Donc, ce qu'il faut, c'est justement l'entraînement, permet de reconnaître. C'est comme, on donne un exemple. Si dans une pièce, on vous dit, il y a un pickpocket. Alors, mais si on vous dit, c'est celui-là le pickpocket, donc vous surveillez de l'œil s'il s'approche de vous. Donc, si on est préparé à reconnaître, attention, ça, c'est l'orgueil qui arrive. Oh là 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 là, ça, j'ai du ressentiment. Au moment où ça arrive, c'est facile de le gérer. Et quand il a pris des proportions impossibles, on n'est plus maître de la situation. Sure. Comme tout le monde, t'es mortel. Est-ce que y a un souvenir que t'aimerais bien que les gens gardent de toi? Évidemment, il faut demander en quoi est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous et qu'on écrive sur votre ton. Mais rien. La journée, ça me fait quand même quelque chose. Mais je vous dis rien. Non, moi, je cherche pas à laisser une trace.
J'ai écrit des livres un peu par la force des circonstances. J'avais pas l'intention de le faire. Et si ça peut être utile, moi, si j'ai un tout petit peu utile, c'est très bien. Je suis content. Donc, mon idéal, c'est de se transformer soi-même pour mieux transformer le monde. Si j'ai contribué un tout petit peu. Quand j'ai fondé Karuna, on était une bande de copains. On avait très peu de moyens. Maintenant, il y a 200 personnes qui travaillent en Inde, 50 au Népal. On aide un demi-million de personnes chaque année. Ben, c'est génial. C'est pas organisé particulièrement bien, mais ça a marché au bout de 25 ans. C'est comme ça. Ben, je m'en réjouis. Donc, je crois que je mourrai en paix, principalement grâce à avoir rencontré mes maîtres parce qu'ils ont tout apporté dans ma vie. Donc, j'ai une reconnaissance immense. J'aurais pu pratiquer beaucoup plus, avec beaucoup plus de diligence, passer ma vie dans une grotte, etc., etc. Mais bon, au moins ça, c'est un trésor inestimable et qui me permet de mourir en paix. Maintenant, j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais bon, chacun fait ce qu'il peut, quoi. Donc, je voulais faire un t-shirt. Pardonnez-moi, et derrière, j'ai fait de mon mieux. Voilà. Il est très marrant ce t-shirt. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours, les mois, les années qui viennent? La vie est précieuse, je suis encore en bonne santé, je voudrais maintenant passer du temps à traduire des textes, à pratiquer, remettre à la pratique spirituelle. Ça m'a un peu, c'est vrai que j'étais pris dans un tourbillon avec tous ces bouquins, toutes ces conférences parce que les choses marchaient. Enfin, je veux dire, c'est pas que j'étais grisé par le succès, mais c'était des opportunités pour partager des idées. Je serais jamais là devant toi si j'avais pas écrit ces malheureux bouquins. Donc, ça, on peut pas dire que c'est mauvais. C'est un côté, ça a du bon d'un certain côté. Mais c'est un peu le maelstrom, quoi. Donc maintenant, j'ai 78 ans, je vais pas mourir dans un aéroport, donc je voudrais retourner à ma vocation première, qui est d'être un traducteur, d'en traduire des textes, c'est pour le temps qui me reste. Passer 10 ans dans mon ermitage, là, je viens passer 7 mois au Népal, en partie dans mon ermitage, donc, finir ma vie en paix. Je vais faire de la photo, je continue, à photographier les belles choses. Donc là, je fais un livre sur la lumière. Ça m'amuse. C'est ma façon favorite de perdre mon temps, à un certain point de vue. Mais j'aime bien ça. Et puis, je suis heureux de partager mes images aussi. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Je t'en prie. Merci beaucoup d'avoir écouté Les Sages. Vous êtes de plus en plus à nous écouter pour cette première saison. C'est vraiment très encourageant pour toute l'équipe. Alors encore une fois, un grand merci. Vous avez le pouvoir de donner de la force à ce podcast avec juste 1 minute de votre temps. C'est simple, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, vous avez juste à vous abonner et mettre 5 étoiles. Un grand merci et à bientôt.